Hello les légendes, bienvenue sur la chaîne Tennis Légende Podcast. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième épisode de notre série Histoire de marque avec le directeur commercial de la marque Yonex, Jean-Luc Aznavourian. Avant de lancer le sommaire de l'épisode, sachez que vous pouvez gagner la raquette du récent finaliste de Roland-Garros 2022, le Norvégien Casper Ruud. Il s'agit de la E-Zone 100 et pour tenter de la remporter, il suffit de t'inscrire au tirage au sort gratuit qui est le premier lien dans la description de l'épisode. Alors on va revenir sur l'historique ainsi que les valeurs de la marque Yonex. Jean-Luc nous parle des ambassadeurs et ambassadrices mythiques de la marque comme Billie Jean King, Navratilova, Hingis, Seles, Rios, Hewitt, Nalbandian, Stan Wawrinka, Osaka et plus récemment Shapovalov, Bublik ou encore Nick Kyrgios avec lequel notre invité a quelques anecdotes sympas. On parle de ce qui fait depuis toujours la spécialité des raquettes Yonex. Jean-Luc nous confie les quelques couacs qu'il a pu avoir avec des joueurs et joueuses en contrat avec la marque. On étudie ce qui fait vendre chez un joueur, ainsi que les fourchettes de prix pour avoir une star. Jean-Luc est relativement transparent, ce qui rend l'échange d'autant plus instructif. On revient sur l'histoire du short mythique de Stan à Roland 2015 et de l'importance que le Suisse a pu avoir envers la firme Nippon. Notre invité nous explique comment Yonex arrive à avoir une telle précision dans son matériel. Il nous parle un peu plus tard plus en détail du phénomène Kyrgios, de l'homme et son impact sur les ventes de la marque et du tennis en général. On termine sur le cas Osaka, l'importance du badminton dans la marque, les gammes de raquettes, ainsi que la façon de travailler à la japonaise et les traditionnelles questions de fin. J'espère que l'épisode va vous régaler. Pensez à participer au tirage au sort pour gagner la raquette E-Zone dédicacée par Casper Ruud. Sans plus attendre, place à notre second épisode d'Histoire de marque. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue pour ce second volet de Histoire de marque. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Luc qui va se présenter juste après, qui travaille depuis la nuit des temps pour une marque japonaise qui s'appelle Yonex. Alors, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai découvert une histoire assez passionnante, vraiment. J'hésite, je pense que elle sera mieux racontée dans ta bouche, de par ton expérience et de par ton vécu avec eux. Moi, j'aimerais que tu commences, avant de te présenter, par nous dire à quoi a ressemblé la toute première rencontre avec les Japonais, avec lesquels tu collabores au quotidien. Bien, bonjour à tous. Donc, pour répondre à ta première question, effectivement, la première réponse, la première fois où j'ai rencontré les Japonais, c'était tout simplement au Japon, chez eux, à Tokyo. Ça faisait quand même un moment que je travaillais pour BDE, qui distribue Yonex en France, mais la première vraie rencontre avec eux, c'était à Tokyo en 2008. Lors d'une conférence internationale. Donc, pas mal de stress ce jour-là, parce que bon, les Japonais ont quand même une façon de vivre et dans le travail comme dans la vie est différente de la nôtre. Donc, c'était un peu de pression quand même. Je bafouais un peu mon anglais, je ne trouvais pas trop les mots parce que c'était quand même impressionnant de se retrouver chez eux. Mais c'était une super expérience à l'arrivée, c'était très bien passé et l'histoire continue depuis ça années maintenant. Ça fait combien de temps que tu es chez eux et comment tu es arrivé alors, je suis rentré en 2000 chez BDE, donc la société encore une fois qui distribue Yonex surtout le sud de l'Europe, en France, en Espagne et au Portugal, en 2000. Donc, ça fait 22 ans. 22 ans, j'ai fêté mes 20 ans il y a 2 ans. Donc, ça fait 22 ans que je travaille pour Yonex à travers BDE. Ok. Et ce qui est important de préciser, c'est que toi, tu es sur Marseille, c'est bien ça? Ouais. Et je crois que le grand écart est assez est atypique entre un Marseillais qui collabore avec des Japonais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce rapprochement qui écoute, peut être intéressant? là, tu me poses une question où je peux te répondre directement. Ce qui est sympa, c'est que lors de certains déplacements des Japonais en France, j'ai eu la chance et l'occasion en fait de recevoir le directeur à l'époque du continent européen, qui est un collaborateur qui est devenu un ami par la force des choses à Marseille. Il ne connaissait pas très bien la France. Et puis il a débarqué dans un environnement, tu peux imaginer, qui était tout autre
est complètement différent de ce qu'ils connaissaient au Japon. Et l'apéritif, les potes, les bistrots, l'OM, enfin, t'imagines. Donc, il a découvert tout ça. C'était effectivement, comme tu dis, c'était le grand, grand écart culturel. Mais à l'arrivée, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Et j'en garde un super souvenir. Cette personne, maintenant, s'occupe des États-Unis. Alors, il faut quand même que je précise quelque chose et que je sois franc. Ce n'est pas un japonais, un vrai japonais. C'est un sud-coréen c'était rare à l'époque d'ailleurs que au head office de Tokyo, des gens qui soient différents des japonais, des gens étrangers, on va dire, travaillent pour le head office. Mais lui était vraiment bon. Il était marié avec une japonaise. Il est marié avec une japonaise. Il parle très bien japonais. Et c'était un sud-coréen. Donc c'était un peu plus facile pour moi parce que la mentalité sud-coréenne est quand même plus américanisé, on va dire, que les Japonais. Donc, c'était un petit peu plus facile. Et cette personne continue son chemin. C'est le directeur aujourd'hui de la branche américaine de Yonex. Et on est toujours en contact. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la marque? Je sais qu'elle a été créée en 1946 par un homme assez emblématique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en sais, toi, de sa création à son évolution, un peu les temps de passage forts? Alors, la marque a été créée en 1946 par Minoru Yoneyama, donc la famille Yoneyama, qui est aujourd'hui toujours à la tête de l'entreprise. Il faut savoir que Yonex, c'est une boîte familiale. Donc, ce monsieur, en fait, a mis en place dans l'entreprise une certaine modestie qui est encore plus que d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que Yonex a un énorme savoir-faire sur la fabrication de tous ces produits, que ce soit en tennis, en snowboard, en badminton ou en golf ou ailleurs. La première vertu réellement de Yonex, c'est son savoir-faire, ses usines, son travail, sa précision. Et aujourd'hui, Yonex garde réellement les pieds sur terre et est vraiment très modeste dans son approche du business, du marché, des joueurs, du monde professionnel. Donc ça, on se retrouve énormément là-dedans. L'histoire, écoute, elle date de 46, hein, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une toute petite usine à fabriquer il me semble, des flotteurs pour des volants. Ça a commencé comme ça. Ils ont commencé par le badminton, à faire des premières raquettes en bois. Puis, par la force des choses, ils sont arrivés au tennis. Et ils ont traversé les décennies. Ils ont toujours amélioré leur savoir-faire. Ils se sont diversifiés dans les sports qu'ils distribuent, qu'ils fabriquaient. Donc, comme je te dis, ils ont commencé par le badminton, le tennis, puis on a eu du golf, on a eu du snow et récemment, on fabrique des road bikes. Donc, c'est des vélos de course, hein, les road bikes. Et on se rapprochera très prochainement avec le road bike des grandes équipes UCI pour participer au Tour de France ou à la Vuelta au Giro, aux plus grandes courses. Voilà à peu près. Alors après, il y a plein d'anecdotes à l'intérieur. Hein, je veux dire, j'imagine bien que depuis 1946, il se passait pas mal de choses pour Yonex. Mais en tout cas, l'histoire a démarré juste après-guerre. Juste après-guerre. Tu as insisté sur le mot modeste auprès des joueurs sur le circuit. Ça veut dire quoi précisément? Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, avant, Yonex met l'athlète au centre de tous les débats, quel que soit le sport. Pourquoi? En fait, nous, Yonex a ses propres ingénieurs. C'est une marque qui a ses propres usines au Japon et donc ses propres ingénieurs. Donc, ces ingénieurs travaillent pour Yonex, sont des salariés Yonex. Et avant de développer quelques produits que ce soit, avant de mettre une technologie en place pour améliorer une raquette, pour améliorer le tennis, une raquette de badminton, on se rapproche toujours de nos joueurs et de nos joueuses, quels qu'ils soient, quel que soit le niveau qu'ils aient, pour justement leur demander leur avis et pour le moins demander aujourd'hui aux gens qui sont le plus concernés, donc les athlètes, sur quelle évolution nous pouvons partir, sur quelle amélioration on peut donner à telle ou telle raquette, à tel ou tel produit. Et c'est eux aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui utilisent notre matériel. Donc avant de développer et de mettre en place quelques technologies que ce soit, on ne se permettra jamais de le faire sans l'avis, sans l'aval des joueurs et des joueuses.
Donc, D'accord. il y a un vrai rapprochement aujourd'hui permanent et quotidien pour le cordage également. Hmm. Alors, les quelques infos que j'ai trouvées en complément de l'historique de la boîte, c'est qu'en effet, au départ, ils étaient axés sur la production de flotteurs en bois, C'est ça. flotteurs de pêche. Et en Ouais, fait, ils se sont fait dépasser par des productions de flotteurs en plastique. Et le fondateur Minoru Yoneyama a été dégoûté de cette fait dépasser par un progrès technologique et s'était fait une promesse à lui-même de toujours rester à la pointe de la technologie, qui est aujourd'hui, je pense, un des arguments phares et valables, enfin clés de la marque, d'être vraiment axé technique et très très pointu sur la technique. Donc évidemment, on connaît Yonex par le biais du badminton, qui est une marque historique dans cette pratique, dans ce sport. En 68, j'ai vu que Yoneyama avait introduit la toute première raquette en aluminium de l'histoire, euh, que la diversification dans le tennis était arrivée en 69, juste après la création de l'Air Open. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'en 73, la société a présenté son nouveau logo avec des combinaisons de couleurs bleu et vert. La marque, donc bleu comme la mer jamais très lointaine du village où a été créée la marque, je crois, et le vert comme la nature omniprésente des montagnes au département du Niigata. Voilà. Et en 74, qu'est-ce que j'ai vu? Tac, tac, tac. Voilà, bah, changement de nom, simplement. La marque qui s'appelait Yoneyama devient Yonex. C'est un autre coup de génie. Son fondateur avait peur que le nom soit trop long pour les journaux, trop difficile pour les étrangers. Il coupa la poire en deux avec Yoné et ajouta une touche de science-fiction avec la lettre symbolisant l'infini et l'innovation, le fameux X du X Factor, donc Yonex. Et donc tout ça, je l'ai trouvé dans un article très complet du magazine Kurtz, que j'adore, qui compare donc le fondateur de Yonex en disant que c'était un petit peu le René Lacoste japonais, un grand homme d'affaires et aventurier, génie de l'intuition et des inventions. Voilà. J'ai quelques stats assez incroyables dont on pourra parler juste après. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'aller plus loin, ce que tu fais précisément aujourd'hui pour la marque, Jean-Luc? écoute, Quel moi, est ton poste? ouais, alors moi je suis chef de file de la branche tennis sur la France Ouais. et je m'occupe au niveau commercial de façon un peu plus large, on va dire, sur l'Espagne et sur le Portugal, du tennis et du badminton. En France, donc on a une force de vente qui est, comme en Espagne d'ailleurs et comme au Portugal, qui est mis en place. Moi, je m'occupe aujourd'hui tout simplement de la stratégie de la marque en France et sur Ouais. d'autres pays. On va parler que de la France. De la sélection produit également, de façon concertée à chaque fois, bien entendu, avec mes collègues. Et puis de l'animation commerciale, c'est-à-dire aujourd'hui de toute la dynamique qu'on doit mettre en place dans les magasins, dans les clubs, dans les centrales, pour être au plus proche de nos clients et de nos consommateurs. Donc en fait, je suis chef de file tennis en influant un petit peu toute la dynamique commerciale et toute la stratégie qu'on met en place aujourd'hui pour continuer à développer notre business. Donc, mais encore une fois, je travaille dans une société où on travaille vraiment en équipe. Donc, on travaille vraiment tous de façon concertée, que ce soit pour le tennis ou pour le badminton. On ne prend pas des décisions unilatérales. On est tout le temps dans les débats, dans les tours de table, pour trouver toujours les solutions les plus adaptées au business. Voilà. Tu joues, toi? Tu joues au Ouais, tennis? ouais, moi, de façon modeste, hein. T'es à combien? Je suis à la fin de troisième série aujourd'hui, je suis à 15 heures. Ah, Ouais, j'ai été. tu fais encore des tournois, du coup? Ouais, je fais des matchs par équipe, voilà, tranquillement. Et t'étais combien, ton meilleur? À 5, début seconde série. Tu vois, je suis à mon niveau, on va dire mon niveau éternel depuis mes 20 balais jusqu'à mes 45 balais aujourd'hui. J'ai toujours
Et entre 5, 15, 15 ans, 15, 5, 6, 15, 15 Ah ouais, ans. t'es un traquenard à 15 ans, qu'on le dise. T'es affûté en plus, non? Ouais, Physiquement, t'es plutôt bien, hein. ouais, pas tant. Ouais, normal, quoi, ça va, je me défends. T'as commencé à quel âge? Oh, gamin, hein, j'ai commencé sur les cours des écoles de tennis à 5 ans, 6 ans. Donc, Ah tout jeune. ouais, donc tu rêvais d'être pro? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi Non, pas? non. Pas de tennis, en tout cas. Quand tu es Ah, marseillais, tu peux rêver d'être pro, mais pas de tennis. et pourquoi du coup avoir penché pour le tennis Ouais, plus que c'était le foot? l'histoire familiale derrière mon grand frère qui jouait déjà, puis la facilité, la proximité des cours où j'habitais à l'époque avec mes parents. Donc voilà, c'était beaucoup plus accessible. Il y a une petite anecdote avant que tu nous en donnes quelques-unes sur les joueurs que tu côtoies depuis plus de 20 ans. J'ai une petite anecdote sur toi, Jean-Luc, qu'il faut que je relaye. La semaine dernière, j'étais avec Ralph Bogossian, qui est le prépa physique de Ben Bonzi, euh, qui va accompagner d'ailleurs à Roland-Garros, là, il me disait. Et, euh, et donc, Ralph est au club de Gemnos, qui est entièrement sponsorisé par Yonex. Et Magnifique il me club. racontait une anecdote, il me disait, une fois Jean-Luc, il était au resto du club, et il y a le frère de Ralph qui arrive, donc Ralph se présente son frère, et Tigran. Tigrane, et tu lui dis, ouais, vous commencez à parler tennis, et Tigrane te dit, je sais pas, il devait être seconde série, je crois qu'il est monté -4 quand même, il devait être seconde série. Tu étais en train de déjeuner, et en plein milieu de ton déj, je lui ai dit, viens, on va faire un set. Bon. Mythique. Ah, j'ai trouvé ça mythique. Bah, il n'avait pas de classement français, je crois. Il jouait vraiment très bien. Il travaillait à l'Académie de Nalbandian en Argentine et il a un Ouais. niveau qui sparring, je crois, sur les tournois pro. Il n'avait pas de classement français, donc pour moi, il ne jouait pas top, 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 quoi. Mais bon, c'est vrai que Tigran a un niveau, ou a eu un niveau proche des pros, quoi, hein. Il tapait tout le temps avec les pros. Ouais. Ça remonte cette info. Je crois que je ne travaillais pas encore avec le club à cette époque-là. D'ailleurs, Nalbandian, que vous avez eu en tant qu'ambassadeur, donc on y vient dans dans les temps de passage forts au niveau des joueurs et joueuses emblématiques que vous avez eus. Je crois que ça a commencé avec. Alors, t'étais pas encore, tu faisais pas encore partie de la firme, enfin du distributeur en tout cas, mais ça a commencé avec Billie Jean King Ouais. et Navratilova, qui a été une ambassadrice incroyable, puisqu'en 82, elle gagne son premier Roland-Garros, donc c'est le premier grand chelem, on va dire, co-remporté par la marque. Et derrière, ça enchaîne très fort en 83, puisqu'elle s'envoie 3 autres titres du Grand Chelem. Est-ce que tu as, je sais pas, une ou deux histoires un peu marquantes sur ces deux ambassadrices mythiques de l'époque? Non, si ce n'est que je sais que Martina Navratilova, quand on avait un stand à Roland-Garros, à l'époque où où la Fédé nous permettait d'avoir des stands, c'est-à-dire où toutes les marques pouvaient s'installer sur Roland. C'était très sympa d'ailleurs à cette époque-là. Bien plus sympa, je trouve, moi, à titre personnel qu'aujourd'hui, où c'est monomarque et les gens, entre deux matchs, ne peuvent pas se balader sur les allées en visitant toutes les marques, en regardant tous les produits, toutes les nouveautés. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc à cette époque-là, en fait, Martina Navratilova passait très souvent nous faire un petit coucou sur le stand Yonex, euh, bien après de nombreuses années, pardon, après sa carrière. Et j'ai le souvenir d'une personne extrêmement sympathique, très gentille, tout le temps très intéressée par l'actualité de la marque, nous posant des questions, souriante, discrète. T'imagines, moi Navratilova, c'est ma jeunesse, quoi. Chris Evert, Navratilova, c'est des stars quand j'étais fan de tennis devant la télé. Bon, je le suis toujours, hein, et c'est avec ces deux filles aujourd'hui que j'ai été bercé. Et waouh, j'étais impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer une personne aussi abordable, aussi accessible que Navratilova. Donc, je n'avais pas automatiquement, c'était pas ma favorite quand j'étais gamin. J'étais plus Chris Evert parce qu'elle était plus jolie ou autre, je ne sais pas. Et c'est vrai que depuis cette rencontre ou ces différentes rencontres avec Navratilova, j'ai changé complètement en fait d'opinion sur elle, quoi. C'est une fille vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et j'imagine qu'elle était également lors de sa carrière. Et juste pour revenir sur ces stands à Roland à l'époque, je me souviens, Ouais, et c'était
vecteur d'un business assez fort? Est-ce que C'est c'était... considérable. Ah ouais, à ce point-là? C'est considérable, ouais, parce que en fait, c'est un grand chelem, donc tu as le monde entier qui vient. Donc, et puis au niveau français, tu as, tout le monde qui vient. Tu as les moniteurs, les profs, les présidents de clubs, les directeurs de magasins, les acheteurs du magasin, enfin, tout l'univers aujourd'hui du tennis vient à Roland. Donc, en fait, c'était sur 15 jours un rendez-vous business sur notre stand. Donc, on n'avait pas le droit de vendre, c'est normal. C'était normal. On était juste là pour exposer, pour recevoir nos clients dans nos stands, mais c'est extraordinaire. Parce que, un consommateur lambda de quelques coins de France, il venait, il découvrait la gamme Babola, la gamme Yonex, la gamme Woodson, la gamme Ed, la gamme Technifibre, toutes les marques de textile, il se baladait de stand en stand. Mais, tiens, le tennisman, comme tu l'es et comme je le suis, on est amoureux de tout, dans le tennis, du joueur, du tournoi, du produit, tout ça. Donc, on baignait réellement, les gens baignaient réellement dans une atmosphère pure tennis, quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu te balades de sandwich en boisson, quoi, sur les stands, c'est ça, quoi. Ouais. C'est malheureux, mais c'est devenu pur business. Mais voilà, il y a moins de charme, je trouve, qu'auparavant. Une rapide pause pour nous mettre un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'écoutes cet épisode au format audio sur Apple Podcast et Spotify, et un commentaire sympa, peu importe la plateforme, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail dans ce monde algorithmique. Un grand merci par avance pour ton aide. Et tente aussi de gagner la raquette E-Zone 100 dédicacée par Casper Ruud, top 10 mondial et récent finaliste de Roland Garros 2022. C'est gratuit, c'est le premier lien en description, on y retourne. Ensuite, dans les années 90, vous avez enchaîné avec Bruguera, puis Hingis. Il y a eu également une finale historique Krajicek-Washington à Wimbledon en 96, où les deux raquettes sont présentes. Est-ce qu'il y a eu un... Ben, j'imagine que oui, mais on va peut-être se focaliser sur Martina, la Suissesse. Est-ce qu'il y a eu un avant-après Hingis? Est-ce que ça a permis de faire décoller la marque? Est-ce qu'il y a eu... Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, en fait, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a eu des joueurs. Bon, on a eu beaucoup de joueurs emblématiques chez Yonex au fil sur les 75 dernières années. Mais il y a des joueurs et des joueuses qui ont marqué plus l'histoire de la marque que d'autres, bien entendu, à force de records. Donc, tu as parlé de Martina Navratilova tout à l'heure. Effectivement, c'était un peu la pionnière avec Billie King de la marque. Et derrière, Martina Hingis par sa précocité. Savoir qu'à 16 ans, comme tu le sais, elle gagnait déjà des grands chelems, numéro 1 mondial. Bon, c'était une fille qui, effectivement, déjà, elle était européenne. Donc, elle nous a permis immédiatement d'avoir nous en Europe, une visibilité forte sur le continent et dans le pays. C'est une icône, hein, à 16 ans aujourd'hui, quand on gagne plusieurs grands chelems comme elle a gagné, automatiquement, c'est devenu pour beaucoup de gens une fille à qui notamment chez les joueuses, une fille chez qui on s'identifiait très rapidement. Donc c'est important, hein, tu sais, il y a eu très peu de joueurs ou très peu de joueuses dans l'histoire du tennis, style Rafa, style Roger, ou style chez les garçons, ou peut-être ou McEnroe, Connors à l'époque. C'est des joueurs, ou Agassi, il y a des joueurs extrêmement emblématiques qui ont marqué l'histoire du tennis. Et dans le tennis féminin, on peut dire que Martina Hingis, elle fait partie des 5 joueuses, on va dire, pour moi, enfin pour nous, les 5 joueuses les plus bankable et au plus fort marketing qu'on puisse avoir dans toute notre histoire. Donc oui, il y a eu un avant, il y a eu un après Martina Hingis, c'est clair. En termes d'exposition, de visibilité de la marque, il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir du passage de Martina. Derrière, vous avez eu Kournikova, Pierce, Seles, Arantxa Sanchez, Marcelo Rios, Hewitt. D'ailleurs, Hewitt se souvient de sa première raquette Yonex en disant j'avais 17 ans et j'essayais plein de nouvelles raquettes. J'étais au Texas dans l'académie de Newcombe et je tombe sur cette raquette un peu étrange. Je l'essaye. J'ai un incroyable feeling, de la puissance, un gros sweet spot. Sur mes retours de service, mon meilleur coup, elle était comme l'extension de mon bras. Finalement, c'était une raquette assez classique pour un jeu à plat, des revers coupés, des volées basses, même sans tuning, l'équilibre était impeccable. Est-ce que tu as des infos sur la manière dont tous ces stars de l'époque ont été signés? Est-ce que tu sais un peu les dessous? Alors, Yonex a une volonté
d'aller chercher depuis ce temps les joueurs et les joueuses dès leur plus jeune âge. Donc, il y a aujourd'hui une vraie équipe au niveau international, comme dans chaque pays, qui travaille au plus près des gamins sur U12, U14 pour essayer de mettre les produits Yonex entre leurs mains très rapidement, en ciblant bien entendu une certaine élite. C'est vrai que Yonex c'est particulier, de toute façon, ne serait-ce que par la forme de sa raquette, c'est une forme isométrique. Quand on adopte la marque, c'est compliqué, c'est difficile de changer après. Donc, j'ai très peu d'exemples dans l'histoire de la marque Yonex de joueurs et de joueuses qui ont commencé leur carrière avec la marque et qui ont changé. Très, très peu. On le Pourquoi? trouve dans d'autres. Parce qu'en fait, cette zone isométrique, tu parlais de swing spot tout à l'heure, te permet d'avoir une zone de frappe qui est beaucoup plus importante. Et donc, c'est un vrai atout aujourd'hui. On ne le répète pas assez souvent, mais c'est un vrai atout dans le tennis aujourd'hui d'avoir cette forme isométrique. Alors, c'était un frein commercial pendant des années, jusqu'à dans les années 2000. Moi, je l'ai connu. Je veux dire, ta raquette, elle a une forme carrée, j'en veux pas, elle n'est pas conventionnelle. Et c'est là, tu verras qu'elle a quand même beaucoup d'atouts. Du fait de cette forme, non, non, non. C'était très, très visuel, tu vois. Les gens étaient très conventionnels. Ils voulaient des raquettes rondes, tout ça. Donc, Yonex a fait des progrès et a diminué cette forme isométrique qui était très accentuée. Elle était dans les années 90, 2000, cette forme isométrique, et elle a été diminuée. Donc aujourd'hui, Ça veut dire qu'elle est plus tolérante, c'est ça? alors, c'est de la géométrie pure, c'est-à-dire que je te prends un 645 cm², donc un tamis 645 cm², sur une raquette conventionnelle par rapport à une forme isométrique, pour la même superficie de tamis, la zone de frappe, donc la zone de centrage, est plus grande. C'est de la géométrie, tout simplement, c'est mathématique. Est plus grande. Donc, de ce fait, la raquette est plus tolérante, tout simplement. Si tu as une zone de frappe plus importante, automatiquement, au décentrage, tu es plus précis. Donc voilà, donc en fait, quand on a touché à ça, que tu parlais de Layton, oui, tu peux parler de Martina Hingis, qui est encore notre ambassadrice aujourd'hui, ou plein d'autres joueurs et d'autres joueuses. Il n'y a pratiquement personne, aucun joueur, aucune joueuse qui a commencé sa carrière à Yonex, je répète, et qui a fini avec autre chose. Ça arrive, c'est arrivé pour des questions, pour des raisons peut-être après business, financières ou même mésententes. Je peux t'en citer, des joueurs et des joueuses avec qui on était en désaccord en termes de fonctionnement, mais qui ont changé de marque. Mais à 95%, si je reprends tous les joueurs et toutes les joueuses Yonex de l'histoire de la marque, ils ont tous fini leur carrière à 95% avec nous. Tu me dis, je peux t'en citer avec qui vous êtes embrouillé du coup? Ouais, bon, tu as vu l'épisode de Bernard Tomic, Tomic qui avait un comportement extra court qui ne convenait pas automatiquement à la philosophie, à la façon de voir les choses des Japonais. Donc, on a arrêté notre partenariat avec Tomic pour ces raisons-là. On a eu un petit couac également avec Caroline Wozniacki, quand nous signions, on la signe avec un très gros chèque dans les années 2013-2014, quand elle était numéro 1 mondial. Et puis en fait, avec l'essor des réseaux sociaux, elle se fait photographier par un fan qui relaye en fait sans intention mauvaise, qui relaye une photo privée sur les réseaux où elle jouait, où elle s'entraînait avec autre chose que Yonex, pendant qu'elle était sous contrat avec la marque. Donc ça a été immédiatement arrêt unilatéral en fait du contrat avec Wozniacki. C'était dommage, mais voilà. Donc il y a eu deux petites anecdotes de ce type-là, Tomic, Wozniacki. Après, c'était plus d'ordre marketing financier. On a eu aussi avec Bordakovic au faux départ, depuis gamin, il joue avec nous. Puis après, c'était d'ordre financier, il est parti chez quelqu'un d'autre. Je ne vois pas d'autres joueurs ou d'autres joueuses. Et Wozniacki, ça veut dire qu'elle maquillait ses cadres? Non, 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 elle a fait une session. Je ne suis vraiment pas au courant de la raison pour laquelle. Non, non, pas du tout, pas du tout. Tu ne peux pas maquiller tes cadres quand tu fais Yonex, puisque c'est une forme isométrique. Donc, automatiquement, la raquette se reconnaît, ne serait-ce que par sa forme. Donc, tu ne peux pas maquiller une Yonex.
Mais ça Par veut dire qu'en contre, match, à l'entraînement, non, elle jouait avec. l'entraînement, on avait fait une session, elle avait repris son ancienne raquette. Ok. Imagine, tu t'es chauffé, après tu mets ça sur les réseaux sociaux ou c'est grave, quoi. Tu as un contrat avec une marque qui donne des centaines de milliers d'euros et tu t'es chauffé avec une raquette qui est de ta concurrence. Voilà, quoi, c'est pas grave, Ouais. quoi. Pour appuyer ton propos sur le faible taux de changement des joueurs, j'ai tourné un épisode J'irai jouer avec Paul-Henri Mathieu il y a un mois et demi, qui me disait, donc qui est maintenant ambassadeur chez vous, et Oui, qui me disait si j'avais su, j'aurais joué avec cette raquette pendant ma carrière. Il regrette de ne pas avoir connu avant. Et il m'en faisait vraiment l'apologie, mais sans survendre le matos, juste voilà, en décrivant ses sensations, et c'était assez intriguant. il est Euh, auto, pour avoir échangé plusieurs fois avec lui, il savait déjà à l'époque que le matos était bon. ouais, Mais encore une fois, à l'époque de Polo, sans le vieillir, hein, je veux dire, à l'époque de Polo, les Japonais n'étaient pas en permanence comme on l'est aujourd'hui en Europe, auprès des joueurs et des joueuses. On avait des ambassadeurs, on est une marque japonaise, une société au Japon, on était moins présent sur le marketing et sur le player que ce qu'on peut être aujourd'hui par rapport à des marques concurrentes de l'époque. hmm. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas eu accès peut-être directement à Polo. Dans la chronologie, il y a eu de très très beaux revers à deux mains. On a parlé de Hewitt, mais il y a eu donc Nalbandian et Monaco. Et je crois que c'est deux joueurs avec lesquels tu as vécu quelques trucs. T'as des anecdotes un peu avec eux? Avec Pico, ouais, au roi de Monaco, ouais, j'ai quelques anecdotes sympas parce que c'est le gars par excellence extrême, le plus sympathique. C'était le gars le plus sympathique du circuit, hein, sincèrement. Après, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les joueurs et toutes les joueuses qui le disent. C'est un gars qui est hyper câlin, hyper proche de tout le monde. Et j'ai une anecdote effectivement à Madrid où on avait fait un clinique sur la Caramarica, la première ou la deuxième année de la Caramarica, sur le Master 1000 qui se déroule en ce moment. On avait fait un clinique à Epico et avec 300, 200, 300 gamins à l'époque. Et c'était d'une facilité, parce qu'il y a toujours un peu de pression quand tu organises des événements avec des joueurs ou des joueuses, parce que tu as l'ATP ou la WTA derrière, tu as les gardes du corps derrière, tu as l'organisation du tournoi derrière, as beaucoup de choses qui sont lourdes en termes d'organisation et c'est toujours assez stressant, je trouve, quand il y a un joueur ou une joueuse pro. Par contre, avec lui, bah, impressionnant, c'est-à-dire que il courait après les gamins, il portait les gamins sur ses épaules, il jouait avec tout le monde, du tennis, il passait au foot, il était tout le temps dans l'approche dans la proximité humaine avec tout le monde. Et c'est pas une anecdote réellement, mais c'est un souvenir que j'ai de Roi de Monaco qui m'avait fait un peu halluciné. Et ça m'avait vraiment fait plaisir parce que quand on connaît cette mentalité, on va dire européenne, qui est très stéréotypée chez les joueurs, très professionnel, hein, je veux dire, je dis pas le contraire, mais c'est un roi de Monaco volant d'Argentine, comme ça, avec sa façon d'être. Sincèrement, moi je trouve que c'est ce qui manque un peu encore au tennis aujourd'hui. On peut parler de Kyrgios en ce moment ou de Benoît. Je veux dire, je trouve que ce moment-là, que ces joueurs qui sont nature peinture, qui ne respectent pas automatiquement les règles entre guillemets des agents ou des tournois ou d'une organisation quelconque, je trouve que ça réduit le piment et ça devient de plus en plus attrayant grâce à ça. Alors qu'on soit pro ou pas d'un mec comme Kyrgios ou de Roi de Monaco à l'époque, en tout cas, même si on n'est pas fan du joueur, on s'intéresse d'une manière ou d'une autre quand même et ça permet au tennis d'avoir encore plus de visibilité télévisuelle ou médiatique à travers ce que tu fais également, notamment ou s'intéresser de façon plus globale à un sport qui avait tendance à être un peu aseptisé par ces règles ATP ou WTA qui sont soporifiques à la fin. Et je trouve qu'un mec comme Roi Monaco, il avait mis un gros coup de pied dans la fourmilière lors de cet événement où tu avais tous les agents qui étaient complètement paumés, l'organisation de l'ATP qui respectait rien, quoi. Je veux dire, les barrières de sécurité, tout ça, c'est extra, extra. Et il a
grâce à ce genre d'intervention qu'il a faite sur Madrid et ailleurs, certainement, ce mec avait une superbe image. Une super image. Je sais pas si tu vas venir dans ça. Il devient quoi, Pico? Je crois que c'est un pro à la PS5. Il joue c'est un grand ami de Rafa. Je crois qu'il est très fort. Il est très, très proche de Rafa. Et ils se font des online, je crois, des tournois online de FIFA. Non, après, je ne sais pas du tout ce qu'il devient réellement dans sa vie perso, quoi. Il a coulé un peu à un moment donné. Il a disparu bizarrement, non? Ouais, il a arrêté sa carrière après, hein, tout simplement. Hein. Là, il joue plus. Moi, je me rappelle de lui à 15 ans. Il vient sur notre stand. Il avait plein de boutons, plein d'acné. Un ado, hein. Sur notre stand à Roland, avec sa mentalité argentine, donc une mentalité rien n'est acquis. Donc, tout est approuvé. Mais le gars était déjà voilà, dans les meilleurs les meilleurs U16, U17 de l'époque, mais il n'avait pas de contrat. Et en fait, il vient sur notre stand et il nous demande en fait d'essayer si on peut lui passer des raquettes pour qu'il aille essayer sur un cours d'entraînement de Roland. Ça a commencé comme ça avec Roi Monaco, tout simplement. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'agent, pas de filtre. Le gamin était venu nous demander des raquettes d'essai, comme toi ou moi, on pourrait faire demain dans un magasin de sport. Donc, ça a commencé comme ça avec Roi Monaco. Puis, ça avait accroché. Yonex s'était mis en relation avec lui, un petit contrat tranquille et quelques bonus par-ci, par-là. Et puis, le gars, il a quand même été top 20 mondial. Et avec des matchs mémorables. Justement, un Roi de Monaco qui n'était pas la star par excellence, est-ce que c'est un ambassadeur qui fait vraiment vendre? En tout cas, il contribue à l'image dynamique de la marque. Il contribuait à l'époque à l'image dynamique de la marque. C'est-à-dire qu'il donnait, c'était une autre facette. Tu vois, si tu regardes aujourd'hui la team Yonex, on a tous les tempéraments possibles, imaginables en fait dans notre team. Donc Monaco, en tout cas, je sais pas si c'était pas quelqu'un de vendeur, c'était pas un top player. Tu vois, qui gagnait des grands chelems ou qui fait des demi ou des quarts sur des Master 1000 ou autres, mais quoi que ça a dû lui arriver, je pense, sur Terre. Mais c'était surtout un gars qui a attiré la sympathie des gens. Donc ça contribuait à l'image de la marque, plus que je vais acheter la raquette de Roi Monaco. On n'achetait pas la raquette de Roi Monaco comme on a acheté la raquette de Leighton Hewitt ou de Stan Wawrinka. Tu vois, mais en tout cas, c'est une belle image pour la marque. Ouais. Et est-ce que tu peux donner une fourchette de prix de sponsoring annuel pour un Leighton, un Albandian ou un Monaco? En fait, il y a deux types. C'est-à-dire, t'as les contrats purs matériels qui sont basés sur raquette, cordage, bagagerie. Et quand tu mets le doigt sur des contrats des full contrats, de la tête aux pieds, textile, chaussures, raquettes, bagagerie, là, tu parles plus du tout des mêmes montants. D'accord. Je pense que je sais pas réellement, de toute façon, je pense qu'il y a quand même assez de confidentialité là-dedans, quelles que soient les marques, mais un joueur comme Stade, qui est full Yonex, au début, quand il signait avec nous, c'est un gars qui devait s'approcher aujourd'hui du million de dollars, je pense, aujourd'hui, en fixe. Un gars comme ça, c'est un top 10 mondial. Quand tu vois, c'est au-delà du million de dollars, je pense, aujourd'hui, sur certains joueurs. Quand tu es top 10, voilà, quand tu es un joueur comme Stan, il était là. Alors, le fixe, c'est rien du tout. Il faut savoir que tu le sais aussi bien que moi, je pense, quand tu mets des bonus en place, notamment sur des grands chelems, et que les joueurs te pètent des grands chelems, tu triples, tu quadruples ou tu quintuples les fixes. Donc, mais c'est des variables qui sont rentables. C'est-à-dire que quand un Stade gagne Roland, même si tu le payes 4-5 fois au-dessus de son fixe, parce qu'il a un bonus contractuel, t'imagines l'exposition de Wawrinka à Roland ou à l'Open d'Australie ou à l'US Open. C'est un gars qui nous a fait rapporter beaucoup plus d'argent que les bonus qu'il a perçus. Justement, ouais, c'est ce que j'allais y venir après les très beaux revers à deux mains que vous avez eus. Vous avez eu Stan à une main et son short mythique en 2015 à Roland-Garros. Ouais.
J'ai trouvé un article qui disait que c'était l'homme de la révolution au masculin chez vous. C'est lui qui est le vrai pari gagnant de ces 20 dernières années. Il a eu un coup de foudre pour Yonex alors qu'il ne s'attendait pas du tout à changer de matériel au milieu de sa carrière, qui plus est. Il disait, j'ai pris la raquette en main, j'ai eu un sentiment de contrôle total. Pour moi, le contrôle avait toujours une grande importance dans mon jeu, de même que la polyvalence, qu'il s'agisse de contrôler les échanges en slice et en spin d'un point de vue tactique ou encore en utilisant la puissance pour dicter le point. La résistance du matériel ainsi que la constance entre tous les modèles me permettaient d'emblée d'allier puissance et contrôle. Stan gagna dans la foulée son premier trophée du Grand Chelem en Australie. Alisa Yoneyama, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui la marque est reprise par le fils Ben du créateur, ainsi que, attends, je l'ai noté plus haut, tac, 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 puisque le fondateur est décédé, ainsi que ses deux petits-fils et ses filles. Pour revenir à Stan, tac, 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 Alisa Yoneyama s'en souvient, il nous avait demandé des réglages précis par rapport aux sensations de son coup droit. Il voulait plus d'effets sans perdre le feeling initial de contrôle. Les spécialistes Yonex ont planché jour et nuit sur ce projet. Minoru Yoneyama, le grand-père d'Alisa, n'était plus aux commandes, mais c'était bien une anecdote dans la pure tradition de l'artisanat et du dévouement nippon de Yonex. Comme tu disais, c'est un contrat assez juteux, surtout s'il fait péter des grands chelems. Mais derrière, ça veut dire que le short mythique aujourd'hui exposé au musée de Roland-Garros, ils en avaient vendu des centaines de milliers, ou comment ça s'est passé? Alors, bon, déjà, c'est vrai que Wawrinka était le grand départ, le grand renouveau de la marque, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu les années 90, on en parlait tout à l'heure avec, notamment, on avait une époque dans les années 90, je reviens juste sur ça en faisant une petite parenthèse. On a été numéro un mondial WTA et ATP en même temps en 98, avec Marcelo Rios d'un côté et Martina Hingis de l'autre. Et c'est vrai que sur le tennis féminin, on raflait avec Sanchez, Monica Seles, Martina Hingis, Mary Pierce. On raflait un nombre incalculable de grands chelems et je me rappelle même que dans le top 10, dans le top 10 WTA dans les années 90, on avait 6 ou 7 joueuses ou 8 joueuses qui jouaient en Yonex. De ce fait, je vais arriver à Stan, de ce fait, on nous a collé une image très féminine dans les années 90, de ce fait, du fait d'avoir des résultats extraordinaires sur la WTA. Et c'est vrai qu'on avait moins de succès, même si on a eu du succès, hein, les Rios et oui, tout est dans le monde, mais on a eu quand même moins de succès dans ces années-là sur l'ATP, sur le tennis masculin. Donc, on avait une image de raquette pour nana, pour fille. C'est pas péjoratif du tout, bien au contraire. Mais on sait très bien que le business, c'est sur les filles et sur les garçons également. Donc, c'était quand même assez usant de tout le temps nous dire, s'entendre dire par les mecs de façon générale, ah ouais, Yonex, la raquette des nanas. Tu vois et moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça dans le début des années 2000 et même après, hein, même si ça a changé progressivement avec Leighton Hewitt, avec Dalbanjan, avec d'autres joueurs dans les années 2000 qui ont quand même performé et qui ont donné quand même cette image un peu pas exclusivement féminine, mais bon, quand même, c'était là, quoi, tout le temps, quoi, tu vois. Et, arrive Stan, arrive la triplette de Stan Wawrinka, 2015, 2014, 2015, 2016, avec l'Open d'Australie, Roland et l'US Open, et le short. Et là, l'exposition de Yonex, elle devient mondiale, universelle, hein, je veux dire, c'était impressionnant. Et là, effectivement, à partir des victoires de Stan Wawrinka, notre image s'est équilibrée, a changé réellement. On n'était plus la raquette des femmes, mais on est vraiment aujourd'hui devenu une raquette euh, prisée et appréciée par la jambe masculine comme la jambe féminine. Donc, c'était important quand même d'avoir un énorme succès médiatique avec un joueur, avec un homme était stade pour changer cette image dont on souffrait un peu. On en souffrait pas du fait, c'était pas un problème d'être une raquette des femmes, hein, mais on en souffrait sur le plan business automatiquement. Je veux dire, quand aujourd'hui le tennis masculin ne voulait pas entendre parler ou très peu parler des raquettes Yonex parce que
c'était soi-disant des raquettes femmes, on se privait quand même de tout le business du tennis masculin. Donc, Stade a contribué à changer notre image, mais extraordinaire, quoi, avec ces 3 victoires-là. J'ai une anecdote qui est sympa pour revenir sur le short. Tu m'as posé une question sur le short. Alors, on a vendu 0 short. 0 short parce que personne n'y croyait. Même pas des porte-clés, non? Comment? Même pas le short en porte-clés, rien. Walou. Oui, on a vendu du short en porte-clés, on a vendu des goodies, des choses marketing, mais le short en lui-même, tu connais l'histoire, je veux dire, personne n'y croyait. C'est-à-dire que quand tu sors ce short sur un catalogue, on t'expose ça à tous les pays, quand les Japonais sortent ça en nous disant Stade va le porter, et tout le monde regarde ce short et dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi. Et, Ça faisait un peu penser à celui de Medvedev en 99 en finale contre Agassi, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, bon, on en a moins parlé quand même que du short de Stade. Stade, aujourd'hui, le short a gagné Roland, quoi. Mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est une autre époque, quoi. Oui, effectivement. Mais Wawrinka, Wawrinka avec ce short, en fait, c'est extraordinaire parce que personne n'a voulu le commercialiser. Personne. Aucun pays. Et à l'arrivée, il gagne Roland. Et on a tellement décrié, on a tellement parlé de ce short en mal, parce qu'il fait quand même toute une campagne. C'était sa tenue textile de campagne terre battue, l'année où il gagne Roland. Donc il fait Monte-Carlo, Madrid, Rome et Roland. Et toute la prépa, donc en arrivant jusqu'à Roland, t'imagines-moi ce que j'entends. C'est quoi cette horreur, ce pyjama, ce maillot de bain. Et même mes potes me parlaient en mal de ce short. Ils me disent putain, mais c'est qui le designer chez vous? J'en avais marre, tu vois. Même je me rappelle d'un Lionel Chamoulot sur France Télévisions aux fortes heures d'audience à 15h, 16h de l'après-midi, et pendant Roland, sur les premiers tours de stade, qui disait mais comment on peut faire un short comme ça? Enfin, je veux dire, c'était une horreur. C'était une horreur. Et là, j'ai dit putain, le sale coup marketing, quoi, de la marque, quoi. Sincèrement, quoi. Quel dommage d'avoir fait un short comme ça. Et est arrivé ce qui est arrivé. On en a tellement parlé, on a tellement décrié ce short, on a tellement critiqué. Bon, Stade gagne Roland, et il y a eu un effet inverse, mais qui a été considérable. C'est-à-dire que on a tellement parlé du short que c'est devenu la star de Roland, le short, à la fin. S'il ne gagne pas Roland, c'est pas la même chose. C'est-à-dire le short, on prend un coup sur le marketing, quoi. On prend vraiment un gros coup business derrière la tête s'il ne gagne pas Roland. On n'avait pas parié qu'il allait gagner Roland 1, pas du tout. Hein. Je pense que c'était une erreur de design à la base. Mais c'était un coup involontaire, mais un coup magistral, parce que il gagne Roland, et je me rappellerai toujours qu'il arrive en conf de presse le dimanche après son match, et il met sur le pupitre de la conférence de presse, il met le short, quoi. Il y a Wawrinka. C'est le short qui a gagné Roland. Donc c'est un joli pied de bique un petit peu à tous les détracteurs de l'époque, hein, qui étaient les journalistes, les joueurs, les joueuses, les catalogues, enfin je veux dire les magazines, tout ça. Tout le monde a hurlé, a décrié sur ce short, et à la fin, tout le monde le voulait. Donc moi, je me rappelle aussi, pour finir sur le short, donc personne n'avait de short à disposition. Tout le monde voulait l'acheter, mais on n'avait pas de stock. Donc personne. Donc on a vendu zéro short. On aurait pu en vendre, ne serait-ce que dans la soirée, ou le lundi qui a suivi Roland, la victoire de Stade, je pense qu'on aurait pu en vendre 10 000, 15 000. Je sais pas, c'était impressionnant. Et ce soir-là, le soir de la finale de Roland, je pars à Hong Kong le lundi matin, ou le dimanche soir, le jour même. J'ai un avion à Roissy, donc je pars de Roland, je vais à Roissy, et j'ai mon téléphone avec moi, et en fait, sur mon portable, j'ai, je sais pas, 50, 60 appels de journalistes qui ont chopé mon numéro, je ne sais comment, à l'époque. Et le Parisien, le Moscato Show, le VSD, Paris Match. Tout le monde m'appelle. Je me rappelle, j'ai Vincent Moscato qui me dit écoute, Voici, j'arrive immédiatement en scooter, je te récupère en short triple XL. Je dis, mais tu peux venir en scooter ou en train ou en métro. On n'a pas de short. Il faut absolument que tu me trouves un short parce que ce soir, je vais le mettre sur le plateau. Canal également, Canal Plus, c'était le grand journal, je ne sais plus qui m'avait appelé à l'époque. Donc,
je ne vais pas dire que tout le monde s'en foutait de la victoire de Stade. Bien sûr que Stade, en plus francophone, tout le monde était content. Et tout le monde voulait récupérer le short. Et j'ai fait des interviews dans tous les médias français autour de ce short, en me demandant comment il avait été conçu, qui l'avait conçu, pourquoi on avait fait ce style de short à carreaux, cochonou. Enfin, j'ai eu de tout en fait. Et c'était assez comique. Et l'histoire de la marque, l'explosion, on va dire, un petit peu médiatique de Yonex sur le tennis, euh, c'est là, ce jour-là. Ce jour-là que tout a commencé. À Roland. À Roland, avec Wawrinka qui gagne Roland, francophone, le short, la proximité du joueur par rapport au commun des mortels, qui n'était pas starifié comme Roger pouvait l'être à l'époque. Et là, textile, chaussures, raquettes, bagagerie, Yonex, bon, là, on parle maintenant, là, on va parler business maintenant, quoi. Là, depuis ce jour-là, c'est plus du tout la même chose et la même danse pour la marque, quoi. Donc, merci Stan, quoi. J'ai tourné pas mal de contenu avec Fabrice Barraud aussi, le statisticien qui est sponsorisé par Yonex. Et donc j'ai pu voir ses tenues au fur et à mesure des vidéos qu'on tourne, avec une vraie qualité, une recherche, un design. Il y a eu une grosse évolution de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu un avant-après aussi sur la qualité des tenues. Alors, attention, la qualité, elle a toujours été au rendez-vous, c'est-à-dire que les matières qui étaient utilisées Le, par le, Yonex, le visuel plus, ouais. voilà, le visuel a été, bah oui, tu peux pas faire ce coup-là deux fois, c'est pas possible. Donc, je pense que même le designer de ce short avait été sur les doigts à l'époque par sa hiérarchie au Japon. Mais oui, il y a une recherche permanente de qualité. D'ailleurs, j'en porte un, là, c'est du heat capsule, c'est-à-dire c'est une matière extrêmement élaborée avec une vraie recherche derrière, avec une vraie volonté de mettre le joueur ou la joueuse dans les meilleures conditions possibles, que ce soit au niveau des odeurs, de la transpiration, de la légèreté, du côté tactile du produit. Donc, ouais. Bon, c'est pas notre business numéro un, puisqu'on est quand même fabricant de matériel à la base, de raquettes, hein, proprement dit. Mais en tout cas, oui, c'est important que les joueurs et les joueuses soient bien équipés. Avec notre textile également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a deux top 10 qui sont en textile en full Yonex, chez les hommes. Hein. On n'en parle pas assez souvent, mais ils ont fait les Masters en 2021. C'est Casper Ruud, qui est en full Yonex, et Hubert Urcax, qui est en full Yonex. Et c'est deux mecs top 10 quoi, aujourd'hui. Et on est la seule marque à faire de la tête aux pieds, en passant par les raquettes, la bagagerie, le cordage, du full brand quoi, sur un joueur et une joueuse. On va y venir avec les Kyrgios et consorts, Bublik notamment, Chapovalov. Juste avant ça, tu nous as pas dit, mais c'est important de le préciser, je crois que c'est la seule marque ou une des seules marques qui n'a pas délocalisé sa production en Chine, qui a gardé toutes ses usines au Japon, à la maison. Est-ce que ça fait une différence sur les coûts énormes de ne pas se délocaliser en Chine? Bon, déjà, ça rejoint un petit peu le premier échange que j'ai eu avec toi tout à l'heure sur la modestie de la marque. C'est-à-dire que les usines sont restées à Niigata, dans la province de Niigata, que j'ai eu la chance de visiter. Euh, pour garder, parce qu'en fait, la famille Yoneyama, fondatrice de la marque Yonex, vient de cette province, de Niigata. Ils auraient très bien pu délocaliser leurs usines sur Tokyo ou sur les plus grandes villes, avec beaucoup plus d'accessibilité, on va dire, pour les transports, tout ça. Mais non, ils sont restés à Niigata pour continuer à travailler et à faire vivre toute une région. Parce que Yonex fait vivre quand même pas toute une région, mais une grosse partie de la ville dans laquelle on est, parce que Niigata, c'est tout petit. Hein. Donc, que ce soit l'ingénierie, que ce soit tous les gens qui travaillent dans l'usine, d'une manière ou d'une autre, hein, je veux dire à la prépa, au développement, à la recherche, ou au service administratif, tout ça, ce ne sont que des gens de Niigata. Donc, il y a cette volonté de la part de Yonex de rester modeste, de ne pas oublier de là où on vient et de rester là-bas, et de rester sur Niigata. Alors, tu parlais de coût. Non, en fait, le leitmotiv numéro un de la marque, de Yonex, et tu le disais aussi, c'est la performance et la recherche ça n'existe pas, mais la recherche de la perfection sur nos produits.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la seule marque au monde en tennis qui fabriquons nos raquettes dans nos propres usines. Il n'y a aucune aujourd'hui raquette Yonex sur, je parle de cadre, de raquettes de compète, qui sont sous-traitées. Il n'y a aucune sous-traitance Yonex, c'est-à-dire que tout est fabriqué dans nos propres usines, avec notre propre ingénierie et nos propres, nos propres collaborateurs, les employés de la marque travaillent sur le développement de nos raquettes. Et il n'y a pas de made in China ou de Taïwan où les produits sont délocalisés et travaillés à la chaîne. Non, pas du tout. Donc, la résultante de ça, en fait, c'est que la précision d'une raquette Yonex, alors tu sais, il y a le poids, l'équilibre, le swing weight, c'est les valeurs les plus importantes aujourd'hui sur un cadre. Et quand tu parles d'une marque qui est délocalisée, qui fait de la sous-traitance, souvent, tu as des écarts qui sont considérables entre deux raquettes du même modèle, avec la même taille de grippe. Tu as des écarts qui sont considérables de 10, 15, de 10 à 12 grammes parfois, c'est énorme. D'ailleurs, les marques le précisent, hein, pour pas leurrer son consommateur, disent attention, il peut y avoir 6, 7, 8% d'écart entre vos deux raquettes. Chez Yonex, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la raquette est tellement travaillée de façon minutieuse avec des matériaux de très haute technologie et les machines qu'on utilise dans nos usines qui sont extrêmement élaborées et sophistiquées. Aujourd'hui, tu achètes une raquette Yonex d'un modèle lambda manche 2 en Australie et tu rachètes la même raquette en France, tu vas avoir la même raquette en termes de poids, d'équilibre et automatiquement de swing weight. Donc ça, si tu veux, ça existe depuis toujours. On l'a dit, ça n'a pas été entendu. On le répète, on l'a répété, on le répète. Et là, ça commence vraiment, vraiment à être entendu, perçu par la consommation générale. C'est-à-dire que toi, Max, tu vas acheter deux cadres qui ne sont pas du tout identiques. Tu pètes ton cordage en match, tu sens bien la balle et tu prends ta deuxième raquette qui n'est pas du tout la même que celle avec laquelle tu avais joué en termes d'équilibre de poids. Tu vas te décentrer, tu vas être long, tu vas plus sentir tes revalants de ligne, Et en fait, je vais dire, mais en fait, je ne joue pas du tout avec la même raquette. Et aujourd'hui, quand tu connais le prix de la valeur des raquettes aujourd'hui, on est entre 220 et 280 euros à une raquette, un cadre, quelle que soit la marque. Quand tu poses 500 balles pour deux cadres aujourd'hui, quel que soit ton niveau, je pense que c'est extrêmement important pour le consommateur d'avoir deux raquettes identiques et avec des matériaux très performants. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas non plus délocaliser nos usines du Japon vers ailleurs. On veut contrôler de A à Z cette production, cette qualité de ce développement, cette recherche et cette qualité de fabrication, voilà, tout simplement. Et là, je te le dis, je pense que Yonex aujourd'hui a fait une différence c'est vraiment la différence maintenant avec d'autres marques liées à ce point technique dont je viens d'évoquer là. Et le terme que tu employais, quelque chose weight, c'est quoi? Le swing weight, okay. C'est le rapport entre ton équilibre et ton poids, c'est-à-dire c'est la vitesse de traversée en fait de pénétration dans l'air de ta tête de raquette. Ok, intéressant. D'un point de vue éco-responsable et tu vois la mode qui fait partie de la deuxième, je crois, économie la plus polluante au monde. Il y a quelques enjeux au sein de Yonex pour essayer de faire attention à cette consommation, à cette empreinte. Ouais, comme dans toute entreprise, notamment autour du textile. Je suis pas trop calé sur ce plan-là chez Yonex. Tu me poses une petite colle. Oui, je sais qu'il y a des programmes internes qui sont liés notamment au Japon. J'imagine que le Japon aujourd'hui est très à cheval sur l'écologie. Étant donné leur situation géographique et industrielle, ils ont plutôt intérêt à faire gaffe. Et Yonex fait partie de ces entreprises qui font énormément attention au développement, au devenir écologique de la planète et automatiquement, par le biais de son entreprise, fait très attention à ce qu'elle fait. Bon.
Est-ce que tu as des histoires sympas avec Chapovalov, Tiafoe, Bublik qui fait parler de lui ces derniers temps sur terre battue, Kyrgios avec lequel tu as partagé 2-3 apéros dernièrement. Tu peux nous le dire ou pas? Ouais. Non. Kyrgios, j'ai une anecdote qui était super sympa avec Nick, ici, chez moi à Marseille, Ouais. lors de l'ATP 250 de Marseille, en 2017. Il est inscrit au tournoi et il y a un magasin, en fait, sur Marseille, un magasin de tennis qui ouvre ses portes, qui décide d'ouvrir ses portes sur la semaine du tournoi de l'ATP. Et à l'occasion de l'inauguration, les responsables du magasin m'avaient demandé à l'époque, putain, tu penses que c'est possible de faire venir Kyrgios au magasin? Je dis, oh, compliqué, hein. Je veux dire, en plus à Marseille, dans un petit quartier à Marseille, mais bon, je vais essayer, quoi. Je vais essayer. Et le gars, bon, immédiatement, me dit oui. Donc, il me dit, ouais, bah, écoute, pas de problème, telle heure, tel jour. En Donc fait, t'appelles Nick ou tu cales avec son agent? je cale avec le japonais qui travaille avec moi, qui s'appelle Taka Maora, qui travaille avec moi sur la promo, qui travaille avec Yonex et qui s'occupe de la promo internationale des joueurs, qui était sur Marseille, parce qu'il adore Marseille. Donc, il vient chaque année se faire quelques bouffes ici. Et il était avec moi, je lui pose la question, il me dit, ah, je vais essayer, hein, moi je ne connaissais pas très bien Kyrgios à l'époque. Et Kyrgios dit oui de suite, quoi, en fait. Et donc, moi, je me mets en relation avec le joueur et l'agent. Et puis, je lui dis, bah, je t'envoie un taxi ou une navette officielle du tournoi. Non, tu passes me chercher toi à mon hôtel. Je n'ai pas envie de navette. Voilà. Donc, je l'amène. Donc, déjà, on avertit un peu, on avertit quelques médias locaux. Le magasin fait sa propre com également, en termes de Nick Kyrgios, je ne sais plus quelle heure c'était, c'était 11 heures le matin. Je ne sais pas quelle heure c'était parce que tu vas comprendre. À 11 heures du matin, jusqu'à midi, Nick Kyrgios signe des autographes dans tel magasin, à tel endroit à Marseille. Waouh, petit magasin, bon, sympa. Un petit magasin grosse enseigne, mais dans un quartier, c'est pas en plein centre-ville, un petit peu délocalisé. Tu sais, les petits quartiers marseillais. Et donc, je cherchais Kyrgios, super sympa, avec un basket, avec son portable, à la cool dans la voiture. Il n'arrivait pas à rentrer dans la voiture, presque pratiquement pas, quoi, parce qu'il est assez grand. On ne déboule pas de garde du corps, aucun. Donc, il ne veut pas de garde du corps, ni là-bas, ni lui, il vient tout seul. Et en fait, on arrive au magasin, ça se passe super bien. Super bien. Et à un moment donné, il me demande un café. Et le magasin, en fait, avait une machine, pour pas faire de pub, mais avait une machine d'espresso et des petits cafés qui sortent comme ça. Il me dit non, moi, je veux un gros café, tiens, l'américaine, un café noir, là. Et le magasin me dit, je peux pas, hein. J'ai eu des petits bols. Et en face, en fait, il voit un bar, le bistrot. Mais le bistrot vraiment simple, le bistrot marseillais, tu vois, de base, quoi, tu vois, pas le. Et devant, un petit jeune en scooter, maillot de l'Olympique de Marseille, casquette à l'envers, lunettes dans la nuque, traverse. Et là, moi, putain, c'est curieux quand même, quoi. Tu vois, top d'un mondial, il ne faut pas qu'il arrive quoi que ce soit, tu vois. Et il traverse la rue et les jeunes l'interpellent. Oh, Kinder Bueno, Kinder Bueno. Kinder Bueno, putain, mais les mecs, ils prennent pour son gars, quoi. Tu vois, ils comprennent rien au tennis, les gamins. Il est un peu bronzé comme. Il a la même tempo que Joe, quoi. Tu vois, pas de peau, tout ça. Et en fait, pas plus que ça, les gamins l'interpellent pas plus que ça se passe bien, lui calcule pas, il rentre dans le bistrot, et dans le bistrot, en fait, il y avait un comptoir qui devait faire 15 mètres, et là, tu avais 15 tapis, en fait, sur le bistrot, et l'apéro Ricard, tout ça. C'est putain, je suis où, là, quoi, je suis où? Et lui, nature peinture, alors nature peinture. On a glissé là, il commence à parler alors, il comprenait rien, les petits vieux en anglais, hein, mais il commence à interroger les gens sur la vie, hein, en règle générale, hein. Et moi, j'avais des gouttes et des gouttes et des gouttes. J'étais entre les jeunes dehors, les petits papilles. Et en fait, bah, ça se passe, tu vois, le côté nature du mec, c'est tellement bon, en fait, en termes d'approche, que ça s'est passé super, super bien, quoi. Vraiment bien, quoi. Génial. Et on lui a offert, alors à l'époque, il était il est toujours d'ailleurs, il était chez Nike, hein, en textile. Et Marseille était en Adidas et on lui avait offert un maillot de l'Olympique de Marseille avec son nom écrit derrière, Kyrgios. Et on lui offre, et il y a tous les journalistes qui étaient là avec les caméras pour prendre des photos, tout ça. Et lui, il me regarde, il me dit non, mais c'est pas possible. Il y a
Adidas, là. Tu vois, on a eu aussi cette petite anecdote où il retourne de maillot, où il fait découdre, je crois qu'il fait découdre le logo Adidas, on l'amène au stade de soir. Enfin, c'est un mec super, super sympa, quoi. J'ai une autre anecdote sur lui qui est importante parce que pour qu'ils comprennent un peu quand même le joueur, que les gens comprennent également sa mentalité, parce que on est souvent en train de le critiquer parce qu'il a un comportement parfois très borderline sur le coup, hein, on va pas se mentir. J'organise un jour je crois que c'est à Barcelone, à Madrid, j'organise 2 séances d'autographes de 30 minutes avec Stan et je reconfigure le stand et je fais 30 minutes avec Nick. Et tu imagines Mavrinka Kyrgios en 1 heure et demie. Hein. Donc, en Intense. termes c'est lourd, quoi, en termes Ouais. de médiatisation aussi. Tout le monde est là, quoi, vraiment, les médias, tout ça. J'avais des autorisations de l'ATP et j'avais dans la, je sais pas, 400, 500, je ne sais pas compter, mais je veux dire 400 gamins, mais c'était impressionnant dans la file, quoi, tu vois, on avait 30 minutes. Donc, Stan fait, je mets 200 posters à Rinka, donc Stan ici, cool, très sympa. Et au bout de 30 minutes, il y a 150, 200 gamins dans la file. Stan est très pro. Son agent lui dit stop. Et donc, hop, il quitte le silo, il se barre. Il remercie, il fait des photos, il se barre. Mais très pro, hein, c'est 99% des joueurs sont comme ça. Arrive Kyrgios. Il va s'asseoir. Et pareil, on lui met 250 posters. Et moi, j'avais l'expérience de Mavrinka une demi-heure. Donc, tu vois, faut avoir la montre et tout. Et au bout d'une demi-heure, en fait, il finit ses posters. Et je lui dis, merci, c'est bon. Et puis, il lève la tête. Puis, il voit dans la file encore 200 gamins. Tu vois, 200 gamins qui attendent. Il me dit, à quoi c'est bon? Tu vois pas qu'il y a encore 200 gamins dans la file? Je dis, ouais, mais c'est bon, la demi-heure, elle est finie. Pour toi, c'est. Il dit, vas-y, remets-moi 200 posters. Et il refait une demi-heure. En raccord avec l'agent, en contrat, tout ça, quoi, tu vois. Et ça, c'est la mentalité Kyrgios, tu vois. Sur le terrain, il peut être un peu fou, comme on a tous été, je pense. Et en dehors du terrain, c'est vraiment un mec sympa. Très sympa. Et c'est une rockstar en Australie. Ça a fait décoller les ventes Yonex là-bas? Pas qu'en Australie. Pas qu'en Australie. Ouais. Dans le monde entier. Je parlais avec un confrère à toi il y a pas très longtemps, à Monte-Carlo. Il disait, t'as Roger Rafa et t'as Nick, quoi. T'as Roger Rafa et Djoko, à la rigueur, et derrière, en bankable, marketable, t'as Nick. C'est-à-dire, Nick, aujourd'hui, c'est Kyrgios, les stades sont pleins. Là, tu sais, j'étais à Miami il y a 3 semaines. Quand Kyrgios joue, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus gros qu'un Zverev ou qu'un Tsitsipas ou qu'un Rublev. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est stade plein à chaque fois. Pas qu'en Australie. En Australie, oui, c'est encore plus. Mais je veux dire, ici et ailleurs, c'est impressionnant. Les pay-per-view, aujourd'hui, il y a des stats qui prouvent que quand Kyrgios joue sur des chaînes câblées, aux États-Unis ou ailleurs, les pay-per-view atteignent leur maximum d'audience. Ça dépasse le cadre du tennis, Kyrgios, aujourd'hui. Hein. Et ça se répercute vraiment sur Tout business. les ventes de matos, les jeunes. Ouais, les jeunes. Incroyable. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'en fait, en plus, il colle parfaitement. Je parle que de la France, hein, mais il colle parfaitement aujourd'hui à cette jeunesse, à la jeunesse qu'on a aujourd'hui, tu vois, un peu rebelle, un peu de design en termes de cheveux, de ci, de là, qui n'ont pas leur lampe dans leur poche. Il n'y a rien d'aseptisé, signature, il n'y a pas de filtre, tu vois, c'est du Kyrgios. Et les gamins adorent. Alors, c'est sûr que les gars hyper conservateurs, très Roger, Cadillac, Kagener, c'est un petit voyou, pas de bol, on n'apprécie pas, il ne respecte pas les règles du jeu, il est insolent, s'il a ce que tu veux, ok, d'accord, mais en tout cas, qu'est-ce qui peut faire du bien au tennis? Par son jeu, parce que s'il n'était pas fantasque sur un cours, mais aussi excellent techniquement, parce que s'il veut, il peut aller très loin, il aurait pu gagner des grands chelems et autres. S'il n'avait pas été aussi bon, on n'en aurait pas autant parlé. S'il n'avait pas été aussi doué, on n'en aurait pas autant parlé. Bien sûr. Donc, mais c'est comme le short de Stan. Si Stan n'avait pas gagné Roland, on n'aurait pas parlé du short. C'est fou, quoi. Ce qu'on assimile au succès. C'est clair. Et Alexandre. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, excuse-moi. Non, pour te dire, Kyrgios, c'est une rockstar partout où il passe, quoi. Je veux dire, sur un tournoi ou dans la rue, je veux dire, c'est compliqué pour, je veux dire, à Miami, tout le monde le reconnaît, hein, même ceux qui ne sont pas fans de tennis,
alors que tu as des joueurs, sans les citer, mais qui sont dans le top 10 aujourd'hui que tu ne reconnaîtrais pas. Kyrgios, c'est une vraie star. Et il fait du bien, encore une fois, j'insiste. C'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est beaucoup de gens qui le disent, des analystes qui le disent, des gars qui font des stats qui le disent. Il fait un bien fou au tennis. Il fait un bien. Et tu sais que les mecs avec qui il a eu des histoires par-ci par-là sur le circuit le reconnaissent également. Tu prends un Rafa aujourd'hui, Rafa qui a eu des histoires pas très sympas avec Kyrgios sur le terrain, il dira toujours, et il a déjà dit encore récemment, que Kyrgios c'est un mec qui fait un bien fou à son propre sport. Et si c'est Nadal qui le dit, qui est le mec le plus toqué qui est aujourd'hui sur le circuit, je veux dire, et l'environnement et l'entourage de Rafa qui le dit également, c'est pas pour rien. Roger le disait également, Murray le dit, enfin, je veux dire, tout le monde parle bien de Kyrgios sur le circuit. Il n'y a que quelques gens qui n'aiment pas son comportement par-ci par-là, mais bon, voilà. C'est quoi la différence fondamentale entre Kyrgios et Tomic, là où les deux sont des génies, mais un a sombré et l'autre, à un moment, on aurait pu croire qu'il allait sombrer, mais je sais pas, il a ce truc en plus qui fait qu'il tient, quoi. Toi qui les connais. C'est quoi ta question? La différence de quoi, tu me dis? Entre Kyrgios et Tomic, là où Je pense que disparu. c'est cérébral, tout simplement. Hein. Je pense que c'est plus cérébral qu'autre chose. Et je pense que c'est environnemental également. Kyrgios est très bien entouré. Au niveau familial, même s'il a eu plein de petites copines par-ci par-là, c'est son âge. Mais je veux dire, il a toujours été structuré autour de sa famille, sa mère, son frère qui est toujours là, son agent qui est toujours le même, ses marques, ses partenaires qui sont toujours les mêmes, son environnement en Australie qui est toujours le même, ses amis sont toujours les mêmes. Et il y a un peu de Rafa derrière tout ça, quoi. Je veux dire, c'est un gars qui est stable, quand même, très stable dans sa tête et dans son environnement. Sur le court, il brille souvent, mais on connaît les problèmes que Tomic a eu avec son père, à droite, à gauche, tout ça, c'est peut-être pas le même environnement. C'est pour ça que Kyrgios, il prend du plaisir, même s'il ne gagnera pas de grand chelem, il prend un plaisir fou dans sa vie à vivre ce qu'il vit, même s'il dit déjà pas le tennis, mais ça fait partie du show, ça. Quand il dit j'aime pas le tennis, parce que tu le vois sur un terrain, c'est un gars qui s'amuse, qui est à 4 partout au cinquième, égalité, le mec il est capable sur un Roger ou sur un Djoko de faire un twinner pour faire kiffer le public, quoi. Tu vois, c'est un player, c'est un joueur, quoi. Tu vois, donc cette mentalité-là qu'il a, elle lui permet de durer également. Il s'amuse sur un coup. Et un autre qui témoigne de temps en temps de ne pas aimer le tennis, c'est Alexander Bublik. Est-ce que il y a de bonnes retombées pour Yonex au Kazakhstan? Ouais, mais je dirais, alors pas aussi forte que Kyrgios, parce qu'il n'est pas aussi connu que Kyrgios. Si tu me parles de Bublik, c'est un mec que nous, les pros du tennis, enfin, les tennisman, on va dire, ou ceux qui vivent au tennis tous les jours, on le connaît, Bublik. Mais le grand public, aujourd'hui, Bublik, on parle moins que Kyrgios. Mais je dirais que Bublik, c'est un peu le même profil. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu le même profil que Kyrgios, c'est-à-dire très doué, extrêmement doué, et fou sur un cours. Alors, je ne le connais pas en dehors du cours, hein, mais sur un cours fou, complètement fou. C'est comme Kyrgios. Et les gens adorent, en fait, ce mélange, en fait, là, de folie, de grain de folie avec de génie sur un terrain de tennis. Ça fait une bonne alchimie, en fait. Je trouve que c'est ce qui donne envie aux gens de suivre le tennis et automatiquement donc de jouer au tennis. Tu disais que vous aviez tous les spectres de personnalité au sein de la firme. Vous avez notamment Naomi Osaka, qui est du pays. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la marque, et est-ce que tu penses qu'elle arrivera à revenir au niveau qu'elle a déjà eu? Bon, déjà, le niveau qu'elle a déjà eu, elle est déjà revenue, hein, puisqu'elle fait finale à Miami sur Swiatek il y a 3 semaines. Donc, ça y est, elle est revenue aujourd'hui sur certains standards. Donc, c'est juste un petit réglage psychologique, parce qu'il faut que c'est très bien. Hein, je veux dire, il y en a qui l'assimilent très très bien, qui le digèrent très bien, les victoires de Grand Chelem. Il y en a qui le digèrent un petit peu moins. Quand tu t'appelles Naomi Osaka, que tu as 21 ans, que tu es une superstar. Il faut s'imaginer ce que c'est une superstar au Japon. C'est pas une superstar en France. C'est pas une superstar aux États-Unis. C'est bien au-delà d'être superstar au Japon. Superstar au Japon, il y a des ados qui se suicident parce que c'est son idole. Il y a des gens qui
qui se roulent par terre pour avoir une signature de ton idole. Donc, en fait, Osaka, tout ça m'est tombé sur la tête à 21 ans. C'est compliqué, même s'il y a des gens qui la critiquent et on doit être préparé à cela, je le reconnais, mais c'est compliqué pour une gamine de 21 ans d'être superstar au Japon. Euh, c'est un pays qui est dans la démesure à ce niveau-là, hein, il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui, nous, superstar en France, tu n'as pas changé ta vie et tu vas pas faire de conneries, d'idioties pour ta superstar française. Là-bas, au Japon, il y a le culte de l'idole. Le culte de l'idole. Donc, Naomi, en gagnant 4 grands chelems, elle étant la première pionnière du tennis japonais, on va dire, proprement dit, avec des victoires en grand chelem, elle a ça qui lui tombe sur la tête. Donc, elle s'en va, elle se casse aux States, elle va à Los Angeles, même si elle a été élevée aux États-Unis, tout ça, hein, on ne va pas revenir dessus, mais elle est quand même japonaise. Ça. Et elle fait un gros déréglage psychologique. Hein, mais elle est bien entourée, donc elle va revenir déjà à Miami, elle a affiché un niveau de jeu qui est tout autre que fin 2021 ou 2021. Elle joue vraiment bien au tennis là, donc il y a de bons espoirs pour qu'elle revienne très très fort. Tu sais, hier je m'amusais à regarder. Je sais pas, on parlait de Kyrgios tout à l'heure qui était ultra bankable, ultra marketable. Naomi, c'est encore au-delà. Hein. Naomi, aujourd'hui, c'est de tous les temps, c'est l'athlète féminine qui a les plus gros accords, on va dire, de sponsors au monde, hein, avec toutes les plus grandes firmes mondiales, pas que dans le sport, mais ailleurs également. LVMH notamment. Ouais. Comment? LVMH, ouais, notamment. Ouais, Tiger, elle a signé avec Louis Vuitton, elle est chez nous, elle est chez Nike, elle a les plus grosses firmes, c'est monstrueux. Sans parler des grosses firmes japonaises qu'on connaît moins, mais qui sont avec elle. Et moi, j'ai l'impression que depuis Serena, on n'avait pas eu une joueuse aussi fort potentiel médiatique. Et on a besoin qu'elle revienne à son top niveau, qu'elle gagne des grands chelems pour refaire encore vivre, respirer et parler le tennis féminin. Donc, pas parce qu'elle est chez nous, mais j'ai l'impression que Naomi a un rôle, je pense que Naomi a un rôle extrêmement important à l'avenir pour le tennis féminin. Qui on le reconnaît, il faut le reconnaître depuis Serena, on va dire. Hein, il y a eu 15 numéro 1 mondial, le top 10, on ne sait même plus qui est qui dans le top 10, où sont les places, on retrouve une Alep dans les 80, on retrouve une Osaka dans les 80, enfin on ne comprend plus pas grand-chose, on a besoin de leaders comme Serena l'était, et avec tout le bien qu'a fait Serena en tennis féminin, je pense que Naomi, elle doit endosser ce rôle-là à l'avenir. Et elle doit être consciente que le tennis féminin a besoin d'elle, donc par ses victoires, mais par le fait aussi que ce soit une superstar. Et c'est la seule superstar aujourd'hui qui est sur le tennis féminin, qui dépasse le cadre du tennis, à mon avis. Elle a été game changer pour Yonex. Elle a été game changer, ça a été la folie au sein de la boîte ou... Oui, bon, parce que tu sais, on se mord toujours, on s'est toujours mordu les doigts. Bon, Yonex, c'est très, c'est japonais, hein, donc automatiquement, il y a une vraie fierté d'être du Made in Japan. Voilà, on a envie de crier au effort qu'on est japonais, comme toi et moi, on a envie de crier au effort qu'on est français, et être fier de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, eux aussi. Et ils se sont toujours mordus les doigts d'avoir loupé Nishikori, en fait. D'avoir loupé Kei. Parce que Kei Nishikori, c'est quand même le mec, on va dire, qui a fait connaître le tennis au Japon. Alors, j'exagère, mais qui a fait exploser le tennis au Japon. D'ailleurs, il a eu les mêmes soucis qu'Osaka à une époque, hein, de surmédiatisation, d'idole, tout ça. Et le top management de Yonex aujourd'hui, hein, en la personne même de Ben Yoneyama, de M. Yoneyama, et qui j'ai pu discuter d'ailleurs de ce sujet-là, il me disait ouais, c'est un vrai remords d'avoir loupé Nishikori. Bon, Nishikori a été levé aux États-Unis, tout ça, donc quand Osaka a commencé à avoir des résultats autour de 14-15 ans, t'imagines bien que là, les Japonais, d'un coup, ont voulu absolument signer la joueuse et
et qu'elle soit notre ambassadrice, parce que c'est quand même important que la superstar japonaise joue avec la. Il n'y a pas beaucoup de marques de raquettes aujourd'hui sur le circuit. Il y a 7-8 marques. Il y a une marque japonaise et c'était important qu'Osaka soit avec la marque de son propre pays. Donc, oui, c'était la révolution à ce niveau-là. Puis après, elle a eu des résultats. Donc, il y a une vraie fierté qui s'est instaurée, en fait, qui s'est installée dans l'entreprise par rapport à Naomi. Voilà. Kei, je regardais 500 et quelques mille abonnés sur Insta et Naomi, bientôt 3 millions. C'est vrai qu'au final, ils se sont mordus les doigts, mais ils ont bien rebondi. Les Nippons, bien joué. Bien joué, les gars. Naomi, c'est superstar. Est-ce que le badminton, ça reste la vache à lait de la marque ou le tennis l'a remplacé? Alors, la vache à lait, c'est pas peut-être le mot, peut-être pas le terme, mais oui, le badminton aujourd'hui, ça reste quand même numéro 1 du Yonex dans le monde. J'imagine que, juste pour te donner un ordre d'idée, en Chine, en Inde, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, au Japon, dans tous ces pays-là, le badminton est le sport numéro 1. Ou est dans les 2-3 sports les plus médiatisés de ces pays-là. Et dans les pays que je viens de te citer, ne serait-ce que tu prends la Chine et l'Inde, je crois qu'on parle de milliards de personnes. De milliards de personnes dont leur sport numéro 1, c'est le badminton. Milliards de personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Momota qui est numéro 1 mondial, qui est un japonais, dans ces pays-là, Roger Federer, Rafa Nadal, ça n'existait même pas. Ils ont même pas, je veux dire, c'est en termes de notoriété et de médiatisation, tu peux même pas imaginer ce que c'est le badminton dans ces pays-là. C'est hallucinant, hallucinant. On est aujourd'hui sur des milliards de personnes. Le sport donne leur moi. Une anecdote, sur les 3 dernières Olympiades, télévisuellement parlant, en vision, l'événement sportif le plus suivi, c'était la finale du 100 mètres masculin. Le deuxième événement le plus suivi, c'était la finale du simple 1 de badminton. Incroyable. J'ai une stat là-dessus justement qui montre qui dit que Yonex est devenu le fournisseur de matériel de bad officiel des Jeux Olympiques en 92, 96, 2000, 2004 et 2008 à Pékin, où les 24 médailles de badminton ont été obtenues avec des équipements Yonex, un exploit qu'aucun autre fabricant sportif n'a jamais atteint, pour montrer vraiment cette hégémonie dans la pratique. Ouais. On a un quasi-monopole du business aujourd'hui dans le monde. Et quel pourcentage tu sais le chiffre d'affaires global du groupe? Non, du groupe, oui, en fait, j'ai pas le pourcentage réel entre le tennis, le badminton, le golf, j'ai pas toutes ces données-là. Je les ai en France, mais en France, enfin, du moins en Europe, le badminton est encore devant le tennis aujourd'hui, même si le badminton est moins important en termes de nombre de licenciés. Et on a un tel monopole aujourd'hui, quasi-monopole sur le badminton on estime que d'ici 2-3 ans, j'en parlais aujourd'hui avec la boîte, dans 2 ou 3 ans, les courbes vont se croiser, quoi. C'est-à-dire que le tennis va passer devant le bad. Ouais. Vu l'essor aujourd'hui, vu l'essor de la marque, vu le développement de la marque sur le tennis, vu les projections, l'avenir de la marque, ce qu'on prépare et les garanties que nous avons, je pense que le tennis sera plus gros que le badminton dans 2 ans pour nous en France, en termes de business et en termes de chiffre d'affaires. Tu sais l'enveloppe de sponsoring allouée au tennis annuellement? Non. En France ou dans le monde? Dans le monde. Non, ça je ne sais pas. Et en France? En France, on a aujourd'hui un team France. C'est du cas par cas, c'est beaucoup de contrats d'opportunité, donc c'est pas une enveloppe proprement dite. C'est-à-dire que si on cible 10 joueurs, on cible 10 joueurs parce qu'on se limite pas à un budget. S'il faut cibler 40 joueurs, on va aller chercher 40 joueurs. Maintenant, ça peut être nous aujourd'hui on met ce qu'il faut, en tout cas là où il faut. C'est-à-dire en termes d'investissement. C'est votre budget à BDE
en tant que distributeur ou c'est les Japonais qui vous Oh, aident? non, 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 c'est la même société, c'est pas la même société, mais on collabore ensemble. Donc, que ce soit Yonex, BDE, on a des accords, que ce soit sur le tennis, sur le badminton, en termes de promotion, de marketing, de sponsoring. Voilà, on a des aides de l'international. Si on tape un top player, un français qui arrive maintenant avec quelques points ATP, on peut avoir de l'aide s'il y a du financier, on peut avoir de l'aide de Yonex International. C'est une équipe, hein. On travaille main à la main tous les jours ensemble. Il y a des gars comme Taka ou Dori ou Hikaru, les gars qui s'occupent de la promo internationale, on est en contact en permanence, tous les jours avec eux. Donc c'est un travail d'équipe, hein. Un travail Et, vraiment, et pourquoi est-ce qu'ils font appel à vous? c'est-à-dire, Pourquoi est-ce ah, qu'ils font appel à une succursale, je sais pas comment on vous appelle, un distributeur, et pourquoi pas ouais, eux distribuent, enfin pourquoi eux ne distribuent pas en direct? parce qu'on est franco-français, qu'on a une connaissance du marché. Comme aujourd'hui, la concurrence est également distribuée ou sous forme de filiale et dirigée par des Français. Ok. Aujourd'hui, les Japonais, avec la mentalité japonaise, montent une boîte à Paris, ils n'arriveront pas à s'acclimater ou à se familiariser peut-être avec le marché. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de Français, comme ils ont besoin d'Espagnols, comme ils ont besoin d'Américains et de tout. Ah, Ok. donc nous sommes allés depuis plus de 30 ans, on est les distributeurs officiels de Yonex. J'ai une autre stade de mutant. En 2009, Yonex lance une raquette de badminton, la Z Slash, première d'une nouvelle génération. Un an plus tard, lors d'essais au gymnasium de Tokyo, la vitesse d'un smash du Malaisien Tan Boon Eong a été enregistrée à 421 km par heure. Ce record de vitesse a été certifié par le Guinness World Record le 8 mars 2010 comme étant le smash le plus rapide de l'histoire. Quand on sait que le service le plus rapide, je crois que c'est 251 de mémoire, Ouais. on est à 421. Non, mais c'est Ouais, faut pas le mythique. prendre dans les fesses, celui-là, hein. Faut Il est éviter, ouais. volant. Je me souviens, j'étais à Mouratoglou et je me souviens de Marcos Baghdatis qui faisait des doubles avec Doudi Sela. Et Doudi avait pris un smash de Marcos dans l'œil et mais il était à un cheveu de perdre son œil. Enfin, il avait le truc qui avait quadruplé, c'est d'une violence. Bref, assez improbable. Bref, aujourd'hui, au Japon, Yonex est la deuxième plus grande marque de sport derrière ASICS. Vous avez fêté vos 75 ans en 2021. La marque continue de grandir à son rythme. Il reste des terres sauvages comme l'Europe ou l'implantation dans les grands pays de tennis comme l'Angleterre ou l'Italie est en cours de process. Une chose est sûre, la marque ne quittera jamais les montagnes du Niigata. La neige, la mer, le bois feront toujours partie de l'équation. Comme Minoru Yoneyama aujourd'hui au ciel l'a toujours voulu. Pour terminer, peut-être nous parler des raquettes qui s'articulent autour de plusieurs gammes. Euh, Elles sont réputées, donc tu nous l'as dit, pour leur tête isométrique, qui en fait la marque de fabrique. Les cadres Yonex sont particulièrement stables, la zone de frappe très étendue, ce qui crée une zone explosive dans le tamis et améliore la puissance naturelle. C'est une des raisons qui fait que Yonex est une... Non, je m'arrêterai là. Et améliore la puissance naturelle. Est-ce que tu peux nous parler de la gamme de raquettes et de la manière dont sont faits les tests raquettes? Ça m'intéresse aussi. Alors, en fait, on a trois gammes bien distinctes. Alors, une gamme qui s'appelle la gamme Isode, une gamme Vicor et une gamme Vicor Pro. Ces trois gammes-là, autour desquelles on s'articule, ont été développées il y a une dizaine d'années et de génération en génération, que ce soit au niveau de la technologie, des designs, de la technicité des produits, des matériaux utilisés, ben, on progresse toutes les années. Chaque gamme a sa propre spécificité, hein. La gamme Isode aujourd'hui, c'est une gamme qui est assez rigide. Ce sont des cadres qui sont assez rigides, qui permettent d'optimiser en fait ton jeu de fond de cours, donc des frappes sèches, au moins surtout puissantes, et le tennis un peu moderne, on va dire aujourd'hui, hein, tu fais 2 mètres derrière la ligne ou 1,50 m derrière ta ligne, tu envoies des grosses frappes en coup de revers du fond de cours. Un tennis assez classique qui correspond complètement à cette gamme Ison-là, qui est très explosive. Ce sont des raquettes très nerveuses qui répondent vraiment à tout type de coups pour rechercher un max de puissance et de stabilité dans ta frappe.
Et c'est aujourd'hui plus de 50% de notre part de marché sur la gamme raquette. La gamme Vicor, elle a une géométrie différente. Elle a été conçue pour optimiser la prise d'effet. C'est-à-dire que tout ce qui est speed aujourd'hui, top speed, donc lift, hein, la plante de frappe en speed aujourd'hui, on a mis en place un système, si tu veux, dans la gamme Vicor, qui permet d'accélérer la tête de raquette et de donner encore plus de rotation à la balle. Donc, plus de vitesse, plus de rotation, ben, ça fait des balles beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles à maîtriser pour l'adversaire. Et cette raquette-là contribue à ce style de jeu-là, la Rafa, on va dire, entre guillemets, vraiment du gros lift en permanence et accentué par cette gamme de raquettes-là. Et la Vicor Pro, la gamme de Stan, entre autres, de Tiafo, de Urcax ou de Pierre Gerber, c'est une gamme qui est beaucoup plus fine en termes de profil, c'est une gamme beaucoup plus souple, qui va t'amener un max de contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est chip, amorti, jeu filet, c'est une vraie lame de rasoir, c'est extraordinaire cette raquette-là en termes de contrôle. Maintenant, c'est sûr que si tu te mets à 2 mètres derrière la ligne et que tu envoies des gros frags de cours avec cette raquette-là, tu as intérêt à avoir de l'épaule. Comme Stade d'ailleurs, parce que c'est pas du tout le profil de cadre. Mais des joueurs qui ont de l'épaule et qui ont de la puissance, qui ont développé de la puissance par leur physique ou par leur technique, souvent vont plutôt rechercher ce genre de cadre pour avoir plus de touch, plus de contrôle, plus de sensations. Voilà. Donc ça, c'est les 3 gammes aujourd'hui qu'on développe, avec bien entendu dans chaque gamme des tamis, des poids différents. Ok. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin. Qui sortent un petit peu du cadre tennis. Quel type de manager tu es, tu dirais, Jean-Luc? Cool. Plutôt esprit d'équipe, cool, festif, bonne humeur. Est-ce que le fait de côtoyer les Japonais depuis plus de 20 ans t'a, je sais pas, amené une sorte de rigueur oui, par défaut bien sûr, ne serait-ce que par les écrits, les mails, je te garantis qu'aujourd'hui, travailler avec les Japonais, ça n'a rien à voir avec l'Occident en termes de compte rendu, rapport, tout ce qu'il faut mettre en place à chaque fois pour satisfaire leurs demandes. Ça engendre automatiquement beaucoup de rigueur qu'on n'avait pas, que j'avais pas, ou qu'on n'a pas en Europe. Ils sont extrêmement procéduriers à tous les niveaux. Donc, il faut répondre à cela. Donc, pour répondre à cela, tu t'imposes une certaine rigueur, ouais, automatiquement. Ça veut dire quoi? Tu envoies des mails calibrés à la virgule? Moi, non, mais en tout cas, on a fait des progrès dans ce sens-là. En fait, quand je dis moi, non, on ne fait pas exactement ce qu'ils attendent ou ce qu'ils font eux, et ils le comprennent tout à fait. D'ailleurs, ils aiment bien ce contraste-là. Hein. Mais donc, eux font des efforts, et nous, on est obligés de faire des efforts également. Donc, si tu écoutes en japonais, en fait, ta casquette, tu l'as allée là, tu la mets là, en fait, il faut faire un rapport de 3 pages pour expliquer pourquoi tu l'as déplacé de là à là, quoi, tu vois. Donc, on n'en est pas là, nous, aujourd'hui, mais c'est un peu l'état d'esprit du japonais, extrêmement précis, extrêmement minutieux, le souci du détail, quoi. Tu vois, le détail est tellement important pour eux que pour nous, parfois, ça nous paraît c'est assez hallucinant, qu'on ne comprend pas comment ils peuvent insister autour d'un moindre petit détail, mais toute inquiétude, du moins toute sollicitation de leur part, à sa justification à la fin. Quoi. Si tu es assis sur une marque aujourd'hui aussi grande, aussi précise, aussi technique, aussi qualitative, c'est parce qu'ils ont ce souci, cette préoccupation du détail à la base. Alors, on ne le voit pas comme ça automatiquement le lundi matin quand tu t'envoies tout ça de mail, quoi, tu vois, mais à l'arrivée, tu sais réellement l'état d'esprit. Quand tu maîtrises l'état d'esprit en fait de ces gens-là, tu sais que tout a une finalité et que c'est vraiment pour sortir à l'arrivée le meilleur produit et de satisfaire le consommateur. C'est aujourd'hui ce qui est le plus important pour Yonex, c'est la satisfaction finale du consommateur. Et ils travaillent tous dans ce sens-là. Un truc qui te rend dingue quand tu vas les voir au Japon là-bas, c'est quoi? Je ne vais pas dire non.
Ok. Ils savent pas dire non. C'est soit ils te disent oui, soit ils te disent on dit tu diras ta requête plus tard. On reviendra vers toi plus tard. Donc en fait, tu n'as jamais de réponse nette et définitive à l'instant T, comme tu voudrais l'avoir. Ou comme on a l'habitude de dire aux États-Unis ou en Europe, c'est oui ou c'est non. Eux, ils vont te dire, ils vont prendre du recul sur quelques décisions que ce soit ou sur quelques questions que ce soit et te diront toujours, bah, je reviens vers toi dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, mais tu n'as pas la réponse immédiatement parce que c'est des gens qui. Et donc, ça, c'est pour nous qui sommes des fois, on va dire, moi je suis méditerranéen, mais occidentaux, on a besoin de réponses immédiates, si tu veux, sur certains sujets, sur certains dossiers, et qu'on n'obtient pas automatiquement dans la seconde. Donc, mais bon, tu t'y fais, mais c'est ce qui est le plus contraignant, on va dire, et le plus pénible un petit peu au quotidien. Et un truc que tu adores? Le truc que j'adore chez les Japonais, bah, il y a plein de choses, hein, leur bouffe, parce qu'il y a vraiment, j'ai la chance d'avoir mon Dirco de la BDE Antoine qui connaît super bien en fait la, la, la cuisine japonaise hein, dans ses dans ses grands axes. Ben, nous, on pense qu'il n'y a que des sushis, mais alors pas du tout. Et j'ai découvert au Japon une cuisine, mais waouh, je veux dire, je vais pas te dire qu'elle n'a rien envie aux Français, mais c'est une cuisine extrêmement sophistiquée et succulente. Je mets les sushis et tout ce que tu connais en France de côté, quoi. Hein. C'est vraiment très, très bon. Voilà, donc j'aime bien leur bouffe. J'ai fait des études en management du sport et à l'époque, ça aurait été mon Graal de bosser pour une marque comme Yonex. Qu'est-ce que tu recommandes à tous les jeunes qui peuvent nous écouter, qui aimeraient postuler chez toi? Qui aimerait postuler ou qui aimerait, d'accord, qui aimerait postuler chez moi, mais déjà Ouais, postuler, travailler avec toi, collaborer chez vous ou une autre marque, mais en particulier chez vous, évidemment. bah, d'être de toute façon à l'écoute du consommateur, d'avoir, comme je te disais tout à l'heure aujourd'hui, la volonté, l'ultime volonté de satisfaire la demande consommatrice, c'est-à-dire à travers la technologie, la technicité, le développement de produits. Donc vraiment être à cheval sur nos produits. Ben non, travailler chez moi, je n'ai pas trop compris ta question. Comment tu veux que. En gros, quelqu'un qui rêve de bosser chez Yonex, un jeune qui a envie de rentrer chez toi, tu lui recommandes quoi pour pousser la porte et rentrer une première jambe et Ah, éventuellement. bah écoute, de la bonne humeur, transmettre de la bonne humeur, de l'énergie, surtout de l'énergie. Voilà, dans un monde aujourd'hui, encore une fois, nous, on reste extrêmement modeste à tous les niveaux, mais ce qui est le plus important dans ce monde aujourd'hui, avec ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, le coût de la vie qui n'est pas évident, c'est de transmettre et de continuer à transmettre. On est dans le sport, hein. C'est l'industrie du sport. Ça reste du sport, même si c'est du business, ça reste du sport. Donc, le sport, c'est dans la tête des gens et dans la tête de tout le monde, c'est de la détente, même au plus haut niveau, de la détente, du loisir, la santé. C'est la santé. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que le sport, c'est préconisé par toutes les médecines au monde. Donc, étant donné que ça reste du sport, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de garder toujours de la bonne humeur et être hyper énergique, de l'énergie, de la volonté, bosser et transmettre cela autour de notre société, autour du tennis. Et Yonex avance dans ce sens-là, en tout cas, dans ce transfert d'énergie et de bonnes ondes, de bonne humeur sur les terrains, dans les magasins. De partout, quoi, dans les clubs, enfin de partout, quoi. C'est assez important et je pense que c'est ce qu'on transmet nous en France quand on va voir tel ou tel, on essaie d'organiser des séminaires, des réunions. À partir de lundi, lundi prochain, on organise encore un petit séminaire de clients à Strasbourg chez nous où on réunit des gars sympas pour parler business, bien entendu, mais tu vois, pour garder toujours cette bonne humeur entre nous, donc et cette énergie hein, qui fait avancer les choses un petit peu à la Kyrios. Yes. Bon, on n'a pas de clé concrète hein, pour rentrer chez Yonex, mais on a compris Mais l'idée. en fait, de clé concrète, les places sont chères, Max. Hein. Ouais. Les places sont chères. Hein. Je vais pas vendre ma place. Non, je rigole. Non, non,
Il y aura des places à prendre dans l'avenir sur le tennis, notamment parce que la marque est en maintenant, encore une fois, c'est ce que je te dis, hein, l'amour de la marque. Déjà, je pense que en y réfléchissant, puisque j'ai pas préparé aucune réponse et je prends tes questions telles qu'elles viennent, en y réfléchissant, il y a quelque chose qui est réel autour de la marque que je note depuis des années. C'est comparativement aux autres marques, sans citer qui que ce soit. Quand on aime Yonex, on en devient fan. Quand on aime Yonex, on est picousé de la marque. Moi, en fait, c'est une marque que je ne connaissais pas il y a 22 ans. Je suis rentré dedans, j'ai été picousé, je suis picousé, Yonex. Tu le vois sur mes réseaux sociaux, ailleurs. Et ça, tu penses pas que c'est un truc universel? Non, parce que je le vois chez les fans également. Je le vois sur les réseaux sociaux, sur les murs, sur les messages, qu'on reçoit. Quand tu aimes la marque, en fait, tu n'aimes pas que la marque par rapport au sport que tu pratiques, tu aimes la marque dans sa généralité. Tu vas t'intéresser à tout. Moi, j'ai des tennisfans qui sont pure Yonex, qui sont amoureux de la marque et qui s'intéressent au golf. Mais au golf, que par Yonex. Au snow, que par Yonex. Au fringues, que par Yonex. Et je connais des joueurs badistes et des badistes également qui se sont intéressés à d'autres sports, comme le badminton, parce que c'est des amoureux de la marque. Donc, en fait, je ne sais pas comment te l'expliquer. Enfin, du moins, je ne connais pas la raison, mais c'est un peu geek. C'est une marque qui est un peu geekée, entre guillemets. Quand on l'aime, on l'aime. Quoi. Voilà, peut-être un logo sur le cœur, c'est peut-être pour me faire plaisir aujourd'hui, mais si tu aimes la marque, en fait, tu verras que tu iras la chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et pas que sur le tennis. C'est vraiment un truc, on dépicousé. Bon, j'en reste pas la vie, c'est pas ce que je te dis, mais je veux dire, dépicousé, et aujourd'hui, tu y crois, parce que tu as touché à la perfection. Moi, en comparant un peu les produits, tout ça, j'ai touché à ce qui se fait pratiquement à la perfection. C'est un peu présomptueux, mais du moins à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de technique, de technologie sur le terrain, en tennis. Et c'est vrai que quand tu rentres dans ce moule-là, tu n'as pas mieux ailleurs, donc tu es picousé. Tu as le double Y enfin le Yonex qui te coule dans les veines, quoi. Et c'est de bonne augure pour l'avenir parce qu'on est tous comme ça et on a envie de faire avancer Yonex. Et tu dirais que tu as une partie du corps où tu as l'OM qui coule dans les veines et l'autre, tu as Yonex ou comment ça marche? Voilà, c'est pas pareil. Ça va dire ouais, non, c'est pas pareil. Bien sûr, quand tu es bien à Marseille, de toute façon, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu fais un tiers, un tiers, un tiers? Un tiers OM, un tiers Yonex et un tiers pastis? Non, pas pastis. Non, je fais un tiers. Non, je fais une moitié Marseille, avec le web dedans, une moitié Yonex. Voilà, en fait. Okay. Elle ne se résume pas à ça. Mais je veux dire, on va dire les deux grands axes, c'est Marseille dans sa généralité, pas que le foot, pas que le pastis, mais Marseille est une ville magnifique. Toi, tu es sur la côte basque, mais je ne sais pas si tu connais vers chez moi. Si, tu étais la semaine dernière quand tu m'as appelé. Ouais. Ouais. Dommage qu'on ne s'est pas croisés parce que je t'aurais fait découvrir des petits coins. Bon, Ralph, tu as fait peut-être découvrir des petits coins qui sont paradisiaques. Gymnose, c'est exceptionnel. Gymnose, c'est très, très beau. Ouais. C'est la campagne pagnolesque, entre guillemets. C'est très, très sympa. Et côté Goude, côté les Calanques, tout ça, ou la Côte Bleue, enfin, le bord de mer, c'est démoniaque. On a du mal à s'imaginer ça quand on vient pour la première fois, parce que c'est la deuxième ville de France et que les gens n'ont pas du tout cette idée-là de la ville à travers les médias ou autres. Et quand tu vois la beauté du site et la beauté de certains spots, quoi, il y a un truc dont on n'a pas parlé avant de terminer, c'est le cordage et le paddle. Vous n'avez pas envie de basculer sur le paddle? Le cordage, c'est un de nos leviers principaux pour l'avenir. C'est-à-dire que c'est du made in Japan également. C'est pas du China, c'est pas du Taïwan. On fabrique nos cordages chez nous. On fabrique nos cordes avec le soutien, l'appui de nos usines et le soutien et l'appui des joueurs et des joueuses. Donc, on a des cordages de très haute qualité. Et ça s'est avéré aujourd'hui par la reconnaissance de certains joueurs et de certains magasins. Pour ceux qui l'ont et celles qui l'ont testé, c'est unanime.
On a des cordages excellents pour l'avenir, donc on est en train de réfléchir à certaines stratégies. Pour le paddle, vous êtes notamment sponsor officiel sur le cordage de l'Open Australie, c'est bien ça? oui, pour des cordeurs officiels à l'Open d'Australie, bien sûr. Bien sûr. On a la volonté d'être sponsor officiel de plusieurs tournois ATP et WTA à travers le monde. Ouais. Donc Yonex a de fortes ambitions sur le cordage. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 95% ou 90% des joueurs et des joueuses sous contrat Yonex sur le circuit professionnel, qui sont en contrat avec nous sur des raquettes, qui jouent avec le cordage également. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure à cela. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui ont des superstitions et des cordages avec lesquels ils évoluent depuis 20 ans, notamment Stade. Mais autrement, tous nos joueurs et toutes nos joueuses jouent avec nos cordages aujourd'hui. Et le paddle, t'allais dire, ouais? Alors, non, avant de parler de paddle, parce que je ne suis pas du tout dans l'activité de Yonex, Ok. Paddle, il y a un effet extra en France aujourd'hui, en Espagne, en France, en Argentine. Bon, quand tu compares la population paddle de ces 3-4 pays-là, en Suède également, en Italie, ça se développe par rapport au business du badminton qui représente des milliards de personnes en Asie. Le mec n'aura même pas le paddle aujourd'hui. C'est microscopique le marché du paddle à travers le monde. Mais c'est un pari sur l'avenir pourtant, non? C'est un pari sur l'avenir par rapport à l'Europe. On n'en parle pas aux États-Unis, on n'en parle pas, on n'en parle pas beaucoup aux États-Unis ou en Asie. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Et outre le fait que ce ne soit pas d'actualité, nos usines aujourd'hui, elles sont paramétrées pour fabriquer du graphite. Donc, du golf, du tennis, du badminton, du snow, des vélos, mais pas le paddle, pas le paddle, pas des boules de paddle. C'est pas le savoir-faire de la marque. D'accord. Par contre, je t'ai donné une info, puisque tu me parlais, je voulais pas trop parler de paddle parce que c'est pas trop notre actualité, mais par contre, notre actualité, tu parlais de cordage, je vais te parler de balles. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'usines qui fabriquent des balles au monde. Il semble qu'il y a 3 usines. Donc, il y avait une usine qui s'appelait, je ne sais pas si tu as eu l'information, Bridgestone Technifibre, qui a été rachetée à 88% par Yonex. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, l'usine qui est en Thaïlande, s'appelle Yonex Bridgestone. De cette usine sort aujourd'hui 80% des productions mondiales des balles Technifibre, des balles Mabola, des balles Art & Go et bien entendu de nos propres balles. Du coup, est-ce que c'est la première fois que Yonex est délocalisé en dehors du Japon? On a acheté une usine. Non, parce que le textile, il ne se fait pas au Japon. Parce que les chaussures, elles ne se font pas au Japon. Parce que les raquettes juniors, elles ne se font pas au Japon. Quand je dis au Japon, c'est le made in Japan, c'est des produits sophistiqués. On ne fait pas du textile au Japon. C'est les raquettes haut de gamme, tennis et bad, les road bikes, les snow, le cordage, les clubs de golf. Tu t'imagines bien qu'une bagagerie ou un sac d'un caddie de golf, ça ne se fait pas au Japon, ça se fait ailleurs. Ok. Donc là, le caoutchouc, le feutre, donc la balle de tennis qu'on a rachetée, on va maîtriser 70% de la production mondiale des balles. C'est-à-dire que Yonex aujourd'hui devient propriétaire des productions des 2 marques françaises et des 3 marques françaises. Donc, on devient aujourd'hui leur fournisseur. D'ailleurs, tu as Dunlop qui a sa propre usine, bien entendu, et Wilson, je ne sais plus trop dans quelle usine ils sont. Mais aujourd'hui, on a une mise sur la balle de tennis qui veut dire qu'à l'avenir, va automatiquement et naturellement accélérer notre business dans les clubs pour développer nos usines, enfin le business de nos usines en Thaïlande. Avec la balle de tennis. Chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, c'est pour ça. Yes. Un film que tu nous recommanderais? Un seul. Un seul. Angel Heart. De qui? De Angel Heart, c'est avec De Niro et Mickey Rourke, et c'est de Alan Parker. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? Manu Chao à Barcelone. Énorme.
Très bon, ça. Une citation que tu aimes bien, est-ce que tu en as une? Droit au but. Ah oui, bizarre. Et, et une interview avec Stan, avec Nick, tu peux nous organiser ça ou pas? Oui, oui. Alors, ça sera plus facile avec Stade sur la côté langue et ça sera plus facile avec Nick en termes d'accessibilité joueur. Ah ouais, incroyable. Ouais, bah, la langue il n'y aura pas avec Gabriel Caisse, ça sera assez en français, ça sera assez classique et professionnel. Mais avec Kyrgios, ça peut être gelé au lait, ça peut partir dans tous les sens et il peut t'insulter n'importe qui pendant l'interview, enfin insulter. Hmm. Il peut envoyer des punchlines. Ça te plaît, ça d'ailleurs, ça, j'imagine, sur n'importe qui à n'importe quel moment, quoi, sans qu'on s'y attende. C'est Yes. ce qui fait son fort un petit peu chaque fois qu'il intervient. Mais bon, les journalistes, ils sont comme ça quand il y a Kyrgios, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va dire. Ah ouais, chaud. Eh ben parfait, un grand merci d'avoir joué le Moi, je jeu, te remercie, Jean-Luc. Max. Merci C'est moi. d'avoir relayé autant d'infos et de nous faire connaître davantage Yonex, ainsi que Écoute, son avec histoire. avec grand plaisir que l'histoire continue. Et merci à toi pour ton professionnalisme et tout ce que tu fais sur Tennis Légende depuis quelques temps maintenant. Je pense que tu as de plus en plus de followers et tous les gens kiffent autour de moi et dans ma boîte et sur les terrains. J'entends parler de vous et que de vous. C'est bien. C'est un Génial. super job. Et au plaisir de te croiser. Avertis-moi à l'avance la prochaine fois vers chez moi ou à Biarritz d'ici peu. Et on fera un set en plein milieu de ton On déjeuner. fera un set. La tigrane. Ciao, À Max. bientôt, Jean-Luc. Salut, ciao, Ciao. ciao. Merci d'avoir suivi ce second hors-série dédié à l'histoire des marques jusqu'au bout. Merci à Jean-Luc de nous avoir partagé son expérience sans langue de bois. J'y ai personnellement appris plein de trucs. Et vraiment, j'ai la sensation de ressortir avec beaucoup de connaissances. Donc, merci pour ce partage. Viens me dire si c'est le cas aussi pour toi. Ce que tu as aimé, ce que tu aurais aimé entendre peut-être, que je peux pousser pour un autre hors-série histoire de marque. Et voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça nous permet de nous améliorer. L'idée, c'est de progresser évidemment d'un épisode à l'autre. Si tu ne l'as pas encore fait, tente de gagner la raquette Yonex E-Zone dédicacée par Casper Ruud. Par tirage au sort, c'est gratuit dans le premier lien en description. Like-moi cette vidéo, mets-nous 5 étoiles, peu importe où tu écoutes le contenu, ainsi qu'un like sur YouTube. Les commentaires et le bouche à oreille nous aident comme jamais à diffuser notre travail et à le faire connaître. Donc voilà, pense à tous ces petits gestes qui à chaque fois nous aident considérablement. Et concernant le bouche à oreille, tout simplement envoie l'épisode à tout joueur et joueuse passionnés de tennis, ou plus particulièrement qui jouent avec la marque Yonex, parce que forcément ça les intéressera. On parle de leur matos et voilà, il y aura quelques compléments d'informations qui pourra soit continuer de les convaincre ou bien, je sais pas, les inspirer pour la suite. Voilà. En tout cas, merci de vous transformer à ce moment-là en ambassadeur du podcast et de m'aider à le faire rayonner, puisque c'est le moyen de le pérenniser, de le faire grandir, d'avoir des invités de renom et d'inscrire ce projet dans la durée, de continuer, de le pousser. Et comme je reçois des messages toutes les semaines surtout ne t'arrête pas, continue, chacun à notre manière, on peut participer à faire durer ce projet. Voilà, merci. Un immense merci à la légende qui n'a pas signé mais qui m'a mis un commentaire de rêve sur Apple Podcast. Le genre de message qui recharge les batteries pour les semaines à venir. Alors, je vais vous le lire. Il m'a écrit « Incontournable. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir terminé la meilleure série ou le meilleur jeu vidéo au monde. J'ai passé tous les trajets en tram de ces derniers mois à écouter les témoignages de tous ces acteurs du tennis et me délecter de leurs réponses aux questions de Max. Entre les anecdotes des joueurs et la vision des acteurs secondaires, de Joe à Steph Robert, de Sam Sumik à Gilles Servara, mais aussi des personnes plus inattendues comme Caroline Martin et Lasbar. On apprend énormément de choses et on en redemande. J'attends désormais avec impatience chaque nouvel épisode de Rêve, de voir d'autres grands noms se confier à Max, Richie, Gaël, Stan, Benoît Paire, Benoît Mélin, Patrick Morato, Arnaud Gabas, et pourquoi pas Roger. Encore merci Max pour ces moments. Écoute, merci à toi, jeune légende. Vraiment, quel kiff de te lire. Et viens en faire de même, ça m'aide énormément si t'écoutes et que tu l'as déjà fait ou que tu as envie de le refaire, ou tout simplement
Si tu ne l'as jamais fait, prends ta plus belle plume et lâche-toi. Pour répondre à ton commentaire, alors j'ai pas ton nom, mais alors Richie, on vient de tourner, ça sera diffusé pendant Wimbledon. Gaël, on doit le faire depuis un moment, mais on n'a pas encore trouvé le timing. Stan, j'imagine que ça se fera un jour. Benoît Père, ça devrait se faire, mais bon, avec Benoît, rien n'est jamais sûr. Benoît Mélin, je le ferai évidemment. Patrick Mouratoglou, pareil, on n'a pas encore trouvé le timing. Arnaud Gabas, je lui ai proposé plusieurs fois, mais comme il est en poste et qu'il est arbitre, pour ceux qui ne savent pas, les arbitres n'ont pas vraiment le droit d'intervenir dans la presse tant qu'ils sont en poste, donc il faudra attendre sa retraite. Serai-je encore là d'ici là? Eh ben, pour ça, j'ai besoin de votre aide, les gars. Donc on lâche rien, en tout cas. Et Roger, j'ai une théorie. C'est que soit je l'ai quand il aura 110 ans et qu'il sera beaucoup moins demandé, soit il va falloir être une sacrée légende et on verra d'ici là. Voilà. Un autre énorme merci à Lionel, PM et Romain, les 3 derniers tipeurs qui soutiennent le podcast. Tipeee, c'est une plateforme collaborative. Vous pouvez faire un don de 2 à 50 euros, voire plus. Certains craquent leur PEL et à ce moment-là, je ressens la chance que j'ai d'être soutenu par une communauté vraiment généreuse et bienveillante, vraiment. Et à la fois, il n'y a pas besoin forcément de craquer son PEL, on peut soutenir le podcast à hauteur de 5 euros par mois, admettons, ou 10, ou peu importe, c'est l'équivalent d'une pinte, comme si on partageait une pinte ensemble et qu'on débriefait un peu autour de ce verre. Voilà, ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Je ne vis pas encore du podcast et c'est un moyen de sentir qu'on est poussé, c'est chacun sa pierre à l'édifice et ça fait du bien, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas en tapant Tipeee, T-I-P, ainsi que 3 E, suivi de Tennis Légende dans Google et vous trouverez très facilement la marche à suivre. Voilà, on a le premier stage de légende qui commence la semaine prochaine. Je suis très 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 heureux de ce démarrage. J'ai hâte. Il reste quelques places si vous voulez vous inscrire. Le lien, je le mets dans la description ou envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr. On a aussi des masterclass Tennis Légende qui sont en ligne. Je vous mets les liens en description. Pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et enfin, je suis joignable sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max _ donc tiré du bas, Zamora, Z-A-M-O-R-A, _ TL. Voilà, je vous ai tout dit dans cette longue conclusion de bientôt 6 minutes. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous, de prendre le temps. Voilà. J'espère que, encore une fois, que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie pour les bonnes ondes, comme chaque semaine. Pensez au like, aux commentaires, à tout ce qui va bien. N'oubliez pas de vous inscrire au concours pour gagner la raquette. Et encore une fois, tous les détails sont dans la description de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.